Yo! Le retour du podcast à Thomas Levac avec un commanditaire. Wouhou! Cet épisode du podcast de Thomas Levac est une présentation de Pizza Salvatore. Est-ce que comment je le prononce est un peu raciste? Je ne sais pas! Alors voilà, Pizza Salvatore, c'est une pizzeria. Si tu n'avais pas compris, tu n'as sûrement pas le budget pour acheter des pizzas, fait que c'est pas grave. Pizza Salvatore, toutes les pizzas sont à 50% de rabais. Oui, 50%, moitié prix lorsque vous commandez en ligne, soit sur l'app ou le site web. Alors, profite-en, commande-toi une succulente pizza. Le 8 février prochain, c'est la journée remerciement. Dans le but de remercier les communautés dans lesquelles ils sont implantés, ainsi que les précieux équipiers. L'équipier, je pense, c'est leurs employés. Pour l'année 2021 qui était incroyable et est assez... c'est une année complètement folle pour les restaurateurs. Le 8 février, c'est la journée de remerciement. 100% des ventes de pizza sont redistribuées. Pas la moitié, pas une, deux piastres, 2 piastres. 100% est redistribué. Il y a 50% qui va aller aux employés et 50% qui va aller dans des œuvres caritatives. Alors, s'il vous plaît, le 8 février, achetez de la pizza Salvatore. Download l'app, va sur Internet, c'est de la bonne pizza. J'ai déjà goûté, j'ai aimé ça. J'ai trippé. Et le soir même, j'ai fait l'amour. Et c'était fort agréable. Alors, let's go. Pizza Salvatore, let's go. 8 février, 50%. T'aides le monde. Pourquoi pas? Absolument, quand tu manges de pizza, tu nuis à tout le monde. Tu nuis à toi-même parce que tu as mal au cœur. Puis après, tu nuis aux autres parce que tu pètes. Le 8 février, tu peux te reprendre. Aider les gens. Mon invité pour reprendre le podcast de Thomas Levac, c'est Étienne Boulay, un héros à moi. Quand j'étais adolescent, j'avais la chance d'aller voir les matchs des Alouettes live au stade Percival Molson. Et j'ai eu la chance de voir Étienne Boulay dominer sur le terrain de football. Étienne Boulay, c'est un super demi-défensif du football américain, du football canadien plutôt. On a parlé ensemble, ça fait très longtemps qu'on l'a enregistré, ça fait vraiment longtemps. On a parlé de football américain et de cocaïne. That's it. C'est ça qu'on a parlé. On a parlé de football et de cocaïne. C'est un de mes épisodes favoris. Et là, j'ai assez parlé, j'ai assez crié, je me tais, je laisse toute la place. Étienne Boulay, bon podcast. Oh ouais! Extrêmement excité et heureux que tu fasses le podcast. Je me suis couché tôt pour le oui, pour être en forme? Pour être en forme. C'est pas mon cas, mais je suis aussi très content d'être là avec toi. Honnêtement, je l'écoute, ton podcast. Puis j'ai pris la balle au bon quand tu m'as écrit l'autre fois pour t'inviter sur le mien. Fait que je me demande si tu m'as invité parce que tu te sentais mal que je t'ai invité d'abord. Non. Tout d'abord, j'ai toujours voulu t'inviter, mais j'étais gêné. J'étais très gêné. Gêné? Ouais. Non, oui, des fois, je suis gêné, ça paraît pas. Ouais. C'est arrivé genre 6 fois dans ma vie que j'étais gêné. Ça fait partie d'une des 6. Tabarouette, c'est un honneur. Tadam! On va commencer froid. T'es né où et en quelle année? Je suis né j'ai grandi à Huntsic en 1983. Je suis né. OK, génial. Huntsic. J'étais à l'école là-bas, fait que je suis content. Dans quel coin? Ben moi, on dit que mes parents sont sur Gouin, entre Papineau, Saint-Michel. Fait que vraiment sur la ligne Montréal-Nord. Fait que moi, j'ai grandi Huntsic, traîné un peu du côté de Montréal-Nord aussi. Là. Fait que ils sont encore là, mes parents. Fait que moi, tout ce coin-là, Henri Bourassa, Saint-Michel, Papineau, le parc, la Visitation aussi avec la rivière des Prairies, là, c'était mon coin. OK. Ta jeunesse ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu faisais? J'étais très actif, que mes parents avaient besoin d'un break. Là. Fait que... c'est pas des jokes. Ma mère... Ça, je l'ai déjà raconté, mais ma mère, pour se donner un break, elle me lançait des balles dans le parc comme un chien. Ben oui. Puis là, elle faisait semblant de me calculer mon temps pour que je batte mon temps. Fait que déjà, dès l'âge... dès que j'étais très jeune, là, en âge de marcher, je me mettais à courir puis il fallait que je bouge. Fait que j'étais... Je pense pas être turbulent, mais pas loin. Ah oui, juste étais actif. T'as besoin de bouger, je comprends ça. Exact. Fait que ça explique un peu la suite des choses, de la carrière. Wow. Tu découvres le football quand? Je découvre le football dans les années 90. Je sais que tu es un fan de sport. Moi, ça a été vraiment la période
la période de gloire des Cowboys de Dallas avec Emmitt Smith qui portait le numéro 22. C'est pas pour rien. Ouais, ça a été mon premier idole. Troy Aikman. Il y avait Michael Irvin, Deion Sanders en défense. Fait que ces années-là, là, quand ils gagnaient les Super Bowls, c'est un peu là que j'ai commencé à écouter la game. J'associe ça à être assis sur le divan avec mon père. Puis il me disait, hey, j'aimerais ça jouer. Puis, tu sais, à part me lancer le ballon dans le quartier, dans le parc avec mes amis, il n'y avait aucune école de mon coin qui offrait du foot. Tu sais, Louis-Joseph Papineau, pas loin. C'est pauvre. Calixa, la Vallée n'avait pas. Il y avait le Mont-Saint-Louis qui maintenant a une équipe, mais qui n'avait pas dans mon temps à moi. Les Kodiak, on les salue. Oui, puis c'était un bon programme, si je me trompe pas. Oui, ça a changé. Ils ont commencé, là, je pense que j'étais au milieu de mon parcours au secondaire quand les Kodiak sont arrivés. Des belles installations aussi, si je me souviens bien. Oui, ça a changé. Maintenant, c'est super beau. C'est sûr que tu es allé à l'école? J'ai fait 3 ans à Mont-Saint-Louis. Puis le programme était cool. Ouais. C'était vraiment cool. Une belle place. Le terrain était tout croche. Parce que tout le monde jouait sur le même terrain. Des fois, on tombait sur des clous. C'est des dangers du sport amateur. Souvent. C'est des dangers. Il n'y a pas de lumière aussi. Alors, quand tu pratiquais au mois d'octobre... il faut que tu pratiques tôt. Puis, écoute, nous autres, on a déjà... C'est drôle, hein, on jouait... J'étais allé à Jean Heard, moi, au secondaire. Puis, il y avait un bon programme de foot là-bas. Je suis allé à Jean Heard, qui était quand même loin de chez nous, juste parce qu'il y avait un programme de foot. Puis c'est la seule raison, dès le secondaire 1, puis tu sais, secondaire 1, là, 4 pieds 11, 88 livres, il n'y a rien qui laisse présager que j'ai un avenir là-dedans. Mais ceci dit, tu parlais de lumière. Nous autres, on a déjà fini une game avec... Fallait que les parents approchent le véhicule pour partir les phares pour qu'on puisse essayer de ne pas se blesser. Ah, c'est génial. Ouais. Pas on arrête la game. Non, on l'a fini. Mais ça, c'est la beauté du foot. C'est que peu importe ce qui se passe, peu importe les intempéries, tu joues la game. Ouais, c'est la guerre. Si c'est dangereux. Mais des fois, la guerre, il n'y a pas de lumière. Ben ouais. OK. Comment tu rentres dans l'équipe? Écoute, en secondaire 1, c'est ça, je suis arrivé à Jean Heard, puis c'était... Tu sais, les espèces de classes, les catégories d'équipes ont changé, mais à l'époque, c'était Bantam. Puis là, écoute, moi, je suis rentré au secondaire en 95. Fait que Bantam, c'était secondaire 1, 2, 3. Quand tu arrives de 6e année, puis que tu te bats contre des secondaires 3, tu te fais détruire ce qui a été... Puis ils veulent te détruire. Parce qu'ils ont 15 ans puis ils ont de la frustration. Ben oui, puis ils peuvent surtout. Puis à partir de là, c'est légal en plus. Ceci dit, c'était difficile de rentrer dans le club. Puis il y avait comme un camp de sélection dès le secondaire 1. Puis j'étais pas bon, mais la seule raison, ce qu'on m'a expliqué par après, c'est que la seule raison pour laquelle j'ai fait le club, c'est parce que j'avais du cœur. J'avais aucun talent, j'avais pas la grandeur. D'ailleurs, j'ai pas joué un jeu en secondaire 1 parce que j'étais vraiment poche. Fait que je suis comme probablement le dernier à pas avoir été coupé. Le dernier accepté dans le club à ce moment-là. Puis après ça, ben, j'ai pris du galon un peu. C'était quoi ta position au début? Écoute, c'était la position à laquelle, dans le temps, tu mettais la personne la moins athlétique, c'était demi de coin. Parce qu'il n'y a pas de passe à l'époque. Ben non, mais il n'y a pas de passe, surtout pas hors l'aile. C'est parce que c'est des plus longues passes. Fait qu'ils te mettent le plus loin de l'action possible. De un, pour pas que tu te blesses, puis de deux, pour pas que tu fasses perdre l'équipe. Fait que moi, c'était vraiment là qui m'avait spoté au début de ma carrière. Fait que mes pauvres parents qui venaient checker la game, puis ils ont été mes fans numéro 1 toute ma carrière, mais dès le premier jour, puis ils venaient à chaque game, même si je jouais pas, dans toutes les intempéries. Et quand est-ce que tu commences à jouer? Quand est-ce que tu as un rôle dans l'équipe? Secondaire 2, j'ai commencé à jouer un petit peu. Puis secondaire 3, là, j'ai commencé à être pas pire. Puis à contribuer pas mal, à être un des joueurs clés. Puis c'est à partir de là que j'ai eu l'espèce de déclic de me dire je veux jouer pro. Mais ça vient pas comme ça quand t'es jeune. C'est surtout, tu penses en termes de hey, j'aime ça. Puis je veux en faire plus souvent, puis je veux en faire plus. Puis là, je demande à mes parents, y a-tu des camps de perfectionnement? Puis ça reste que le foot, particulièrement dans le temps, c'était pas comme le hockey. T'as pas des camps de perfectionnement à tous les coins de rue ou des... Surtout à ton époque. Surtout dans les années 90-2000. Exact. Mais il y avait l'Université Concordia qui, eux autres, offraient un camp estival, une semaine ou deux. Fait que là, mes parents sont bien contents. Ils m'en vont... Je reviens coucher à la maison, mais je suis parké là-bas pendant la journée. Puis bref, c'est là que j'ai commencé à vraiment aimer ça, à commencer à voir aussi que je suis capable de tirer mon épingle du jeu. Mais très, très réaliste dans mon approche de... Tu sais, à partir du moment où j'ai décidé que je voulais jouer pro, tu sais, j'en parle pas trop parce que quand j'en parle, tout le monde rit de moi. Tu sais, je suis comme le petit, puis ça m'a... T'es blanc, on va se le dire. Ben ouais. Ben ça, c'est l'autre affaire. Oui. Tu regardes les modèles à ta position aux États-Unis, dans la NFL, même dans la CFL, tu fais comme je ne fit pas le profil.
mais je m'en fous un Je pense petit peu. qu'en ce moment, il y a un maraudeur blanc partant, puis c'est Harrison Smith avec les Vikings, puis c'est tout. Là. T'as probablement raison. Il y en a eu une coupe en cours de route, puis il y a eu John Lynch, mais après ça, demi de coin, t'as eu Jason Sehorn à l'époque. Le dernier demi de coin blanc. Le dernier des Mohicans, tabarouette. Jusqu'à ce que Boulet arrive, puis j'ai pas joué j'ai fait les camps dans la NFL, mais j'ai pas joué. Mais effectivement, fait que je m'identifiais à lui, puis ce que ça a fait, c'est que au lieu justement d'avoir des modèles de gars qui sont inatteignables, qui sont dans la NFL, j'appréciais regarder les Deion Sanders, etc. Mais j'ai commencé à triper sur les joueurs qui étaient au cégep, les joueurs qui étaient universitaires, qu'ils soient blancs ou noirs, on s'en fout. Mais c'était des gars que je pouvais côtoyer, puis je pouvais les voir à l'entraînement, puis me dire, OK, j'aime son éthique de travail à lui. OK, lui, je vois comment il s'alimente. Puis très tôt, je suis devenu extrêmement sérieux au foot parce que dans ma tête, puis c'est pas de la fausse modestie, mais c'est un pattern dans ma vie, c'est que à la base, je ne suis pas particulièrement talentueux dans grand-chose. Je réussis à obtenir un certain succès dans certaines sphères parce que je travaille fort. Mais je me rappelle à tous les jours, puis particulièrement à cette époque-là, que moi, si je veux percer, il faut que je travaille plus fort que toi. Puis surtout, il faut que je travaille intelligemment. Tu sais, puis il y a comme une panoplie, il y a une liste de trucs que tu peux faire dans la vie qui ne requièrent aucun talent à la base. Tu sais, la ponctualité, l'organisation, la préparation. Le dynamisme. Oui, tout ça. T'as pas besoin d'être talentueux à la base. Fait que j'ai vraiment commencé à mettre les bouchées doubles au niveau de l'entraînement dès la fin de mon secondaire, à essayer de me coucher tôt, à boire de l'eau, pas trop... j'ai expérimenté avec l'alcool, mais pas tant. Je me suis repris quelques années après. Mais effectivement, fait que ça a été vraiment ça. Je suis devenu très sérieux très tôt parce que dans ma tête, j'ai aucune marge de manœuvre. Si je veux me donner une chance de percer, il faut que je fasse ça. Sinon, oublie ça, je passe tout droit. C'est fascinant. À quelle période de ta vie tu te dis OK, ouais. Il y a une chance? Ouais. C'est quand j'ai eu ma bourse pour aller aux États-Unis. C'est absurde. Ouais, parce qu'on n'en donnait pas à l'époque. T'envoies pas des scouts à Montréal si tu travailles pour une université américaine, ça n'a pas rapport. C'est fou parce qu'il y en a des joueurs de football. Ceux qui perçaient aux États-Unis, qui partaient de Montréal, c'était des Emmanuel Cassius, des Alain Cachama, qui eux autres avaient joué pour le Vieux-Montréal. C'était le cégep du Vieux. Chimanga Biakabutuka. Voilà, qui jouait pour les Panthers de Caroline. Les Panthers, qui a joué lui aussi à Michigan, qui a gagné le Heisman. C'est des machines de guerre, ces gars-là. Tu sais, il était 18 coches en avant de moi. Moi, j'avais pas de chance vraiment en tout cas, dans ma tête. Sur papier, t'es pas un athlète comme eux, ils sont des athlètes. J'attirerais pas l'attention comme eux l'étaient. Tu sais, Alain Cachama, là, c'est un gars j'ai joué avec aux Alouettes, là. Il a joué pour les Bears quelques années avant, les Seahawks, il est allé au Super Bowl. 6 pieds 5, 290 livres, puis il courait un 4x4 sur le 40 verges, ce qui est très, très rapide. Fait que moi, j'ai pas ce profil-là. Fait que j'ai décidé que je voulais essayer d'aller aux États-Unis avant l'université. Fait qu'à partir de secondaire 4-5, je commence déjà, moi, à envoyer mes bandes vidéo aux States dans des prep schools, dans des endroits, en me disant, si j'ai un pied dans la porte là-bas, ils ont plus de chances de venir me voir jouer que si je suis au Québec. Puis en plus, l'enjeu que j'avais remarqué aussi en envoyant mes vidéos, c'est que souvent, c'est pas qu'ils n'étaient pas intéressés par moi. Ils voyaient que je dominais au secondaire, mais ils sont pas capables de mesurer la compétition. Je comprends. Un peu comme au basket, Giannis Antetokounmpo, qui est le meilleur joueur en ce moment. Ouais. Beaucoup d'équipes ne voulaient pas leur pêcher parce qu'ils disaient, mais il joue dans des ligues en Grèce. Exact. Comme, oui, il dunk sur des Grecs qui fument des cigarettes entre les corps, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? Ben, c'est ça. Fait qu'il y avait un frein à ce niveau-là. Fait que... mais bref, quand j'ai réussi à avoir ma bourse, puis à partir, j'étais allé à Kent, au Connecticut. C'est absurde. Ben là, je me suis dit, hey, j'ai un pied dans la porte, puis il y a une chance. Puis là, il a commencé à avoir un petit buzz autour de moi. Peux-tu, s'il te plaît, me parler de Kent? C'est quoi cette université? C'est un prep school. C'est comme un espèce de collège américain pré-universitaire. Comme dans Gossip Girls. Là. Exact, mais c'est exactement Gossip Girls parce que j'ai regardé dernièrement, parce que Aiden, mon beau-fils, qui est un joueur de hockey, il aimerait ça aller dans un prep school américain. J'ai regardé combien ça coûte présentement. C'est 70 000 US américain par année. Fait que ça c'est revient environ... à 100 000, tu sais, 100 quelques mille. Une session. C'est une année. Une année? Ouais. Oh, c'est pas beaucoup. Fait que, moi, je suis évidemment sur la bourse, puis j'arrive là-bas, mais nous autres, on n'est pas riches. Tu sais, mes parents, on conduit une Toyota Echo, tu sais, moitié bleu, moitié rouille, puis... Quand on est arrivé là, ça a été l'entrée la plus remarquée ever parce qu'on est entre Bentley, Rolls-Royce, toutes les espèces de gros chars. Fait que déjà là, je t'ai étiqueté
this is a scholarship kid. Tu sais, fait que c'est le kid de la bourse d'études. Mais ça a été très difficile au début, l'adaptation. Puis après, ça a été extraordinaire. Puis tu sais, j'ai adoré mon séjour là-bas, mais le premier mois et demi, je trouvais ça raide en tabarouette. Puis aussi, il faut l'expliquer, tu parlais pas anglais. Ben non. L'adaptation était difficile, puis t'as beau être bon au foot, tu comprends pas ce que le coach te dit, t'as beau avoir acquis un petit peu un sérieux à l'école, parce que tu comprends que le foot est lié au parcours académique, ben si tu comprends pas la matière... Surtout le French Canadian, pas grand, pas gros, s'il n'y a pas une note, on arrête ça. Ouais, peut-être. Tu sais, à quel point... En fait, c'est pas une bourse comme celle à l'université, parce qu'ils ont... Je sais pas, légalement, ils n'ont pas le droit de donner des bourses. C'est de l'aide financière. OK. Ce qui, dans notre cas, équivalait à une bourse complète. Oui. Tu sais, fait que... Mais il y a aussi, au-delà de l'adaptation en termes de foot, puis il y a tout le volet classe sociale. Ah oui. Tu sais, veux pas, bon... c'est niaiseux, mais tu sais, les petites filles s'intéressaient à moi, mais pas tant pour présenter à leurs parents. Parce qu'il y a comme une... Ils ont des maisons de vacances à Cape Cod sur le bord de la mer. Tu sais, comme on n'est vraiment pas dans la même game. Là. Tu sais, on oublie, ça, c'est quelque chose qu'on... Oui, il y a de l'argent au Canada, il y a de l'argent au Québec, mais aux États-Unis, c'est une autre sphère. Là. C'est les richesses mondiales. Ces prep schools-là, tu sais, pour te donner une idée... dans le réseau des prep schools, nous autres, on jouait contre une école qui s'appelait Choate Rosemary. Choate, c'est là où la famille Kennedy a envoyé leurs enfants. Moi, à Kent, mon père capotait. Il vient à... je pense pas que c'était la graduation, mais en tout cas, une espèce de fonction d'école, puis il est assis pas trop loin de Meryl Streep, parce qu'elle envoie sa fille. J'étais allé à l'école avec... elle s'appelait Mamie Gummer ou quelque chose de même. Elle allait à l'école avec moi, la fille de Meryl Streep. C'est des fils de dignitaires, puis t'as Étienne Boulay, qui est là. C'est comment côtoyer l'hyper-richesse? Tu sais, pendant que tu es dedans, moi, ce que je remarque, c'est que toutes les fins de semaine, eux autres, ils peuvent se prendre des fins de semaine off, aller à New York, aller à telle place. Moi, je reste sur le campus, tu sais, puis des fois, on m'invitait, tu sais, mais j'avais pas les sous pour me louer. J'étais pas... Non, c'est ça. Fait que c'est spécial. Mais j'étais tellement concentré sur le foot que j'avais pas le temps de niaiser trop avec ça. Je pense que je le remarquerais plus aujourd'hui que... En fait, même en arrivant aux Jets de New York là, en 2008, le clash d'argent entre les superstars, les Darrelle Revis, qui lui a fini par signer un contrat de 100 millions, qui à l'époque en faisait 24, puis moi qui ai signé le minimum, qui est pas négligeable non plus. Là, tu le remarques parce que t'as la perspective que j'avais pas quand j'étais jeune, puis j'avais, tu t'en foutais, tu l'as joué. C'était tout. Pour moi, c'était un tremplin vers le foot. Puis ce qui est fou, c'est que parce que j'étais bon au foot, les parents de mes coéquipiers m'aimaient beaucoup. Puis là-dedans, t'as des gens ultra fortunés. Puis je me souviens d'un père qui est venu me voir, qui m'a dit « Étienne, juste que tu saches que si tu veux rentrer à Harvard ou à Columbia, j'ai tout le réseau nécessaire pour te faire rentrer là. » Puis j'ai dit, le niveau de foot du Ivy League est pas top. Fait que non, merci. Je raconte ça à mes parents, ils sont comme, mais t'es un imbécile. Comme, tu peux pas mettre un peu d'eau dans ton vin puis finir avec, tu sais. Fait que j'ai dit non, merci. À Harvard et Columbia. Est-ce que j'aurais vraiment rentré? Je le sais pas, mais on avait... on l'a su par la suite. Peut-être à une poignée de main. Oui, c'est vrai. On l'a su par la suite qu'il y a des scandales pour rentrer des commandites. Ben oui. Ah oui, mais ça marche comme ça. Ben oui. Ça marche comme ça aux États-Unis, tu sais. Aïe. Ouais. Comment tu sais que... Ah oui, tu changes d'université, hein, si je comprends bien. Tu vas à Kent, puis je suis allé à Kent 2 ans. Ouais. Parce qu'en fait, tu sais, ton plan, tu l'as mentionné, c'est je vais aux États-Unis. C'est un tremplin. Et des Américains, là, vont me remarquer, puis je vais aller ailleurs. Fait à partir de Kent, là, on gagne un championnat. Je gagne joueur de l'année dans toute la Nouvelle-Angleterre. Tu jouais quelle position? Je jouais partout. Wow. Fait que je jouais maraudeur, free safety, mais je jouais aussi porteur de ballon puis receveur de passe. À l'université? Ça, c'était au prep school. Wow. Encore une fois. Fait le genre de... c'est le genre de Gossip Girl. Fait à partir de là, les universités venaient nous voir jouer. Je comprends. Puis c'est l'université du New Hampshire, qui est dans le 1-2A, qui m'a offert une bourse. Puis c'est là que je veux en venir avec... Tu sais, j'avais commencé à le mentionner tantôt. Toute ma carrière, ça m'a suivi. Tu sais, j'étais dominant au secondaire. Puis là, on disait, il est dominant au secondaire, mais quand il va arriver au cégep ou au prep school, il va en prendre son argent. Là, Ouais. là dominant là. Ouais, non, c'est ça, mais il est bon là.
mais une fois à l'université. Fait que c'est pas finalement les grosses universités qui m'ont recruté. C'est une plus petite université, l'université du New Hampshire. De là, tu vas te dire, ben tant qu'aller à UNH, t'aurais peut-être pu aller à Columbia ou Harvard. Mais je suis arrivé à UNH, à l'université du New Hampshire, là, sur une bourse complète. Let's go. Ouais. C'était comment là-bas? Écoute, c'est une ville... à ce moment-là, il y avait un ranking, je pense que c'était le Maxime, le magazine Maxime qui faisait un ranking annuel des écoles. T'es la seule personne qui lit le Maxime pour les écoles. L'article. Mais en fait, Pour c'est l'article des écoles. ce qu'on m'a raconté. J'ai déjà vu Oui, j'imagine. le magazine Maxime. Ah, un beau magazine Maxime. Je me demande où est l'école. Là, Non, mais il parlait des écoles, le classement des écoles de party aux États-Unis. Puis il y a une année, c'était la grande fierté. On avait percé le top 10. Mais fait que tu peux tout imaginer de ce qu'on sait d'un campus universitaire, c'est que si tu n'as plus d'école, il n'y a plus d'âme sur le campus. Puis c'était vraiment trippant, mais encore une fois, moi là-bas, j'étais en mission. Tu sais, les quelques premières années, je suis là-bas pour essayer de gagner puis de monter les échelons. Puis je suis arrivé dans une équipe qui était vraiment poche. On était comme la risée du circuit. À ce moment-là, il y avait 123 équipes universitaires. On devait être 118e. Tu sais, mais ça a fait en sorte que j'ai eu une opportunité de jouer, d'avoir du temps de jeu rapidement. Puis on a renversé le programme. On est devenu numéro 1 en dedans de mon année senior, ma dernière année. Fait que ça a pris 3 ans. On a reviré le programme de bord. Mais ça a été extraordinaire. Tu sais, puis très, très formateur aussi. Je suis tombé sur un coach qui est un bon bonhomme, qui est encore le coach aujourd'hui, s'appelle Coach Mac, Sean McDonald, qui était comme la figure paternelle pendant qu'on était là-bas, un tough Irish guy, là. Puis, tu sais, tough love. Et la petite claque, ça joue, l'espèce de bin sur l'épaule, ça, c'est un je t'aime. Mais il prenait l'école au sérieux. Et lui, ce qu'il faisait, ça, c'était fucké. On pense tout aux universités américaines, aux passe-droits que les joueurs ont des fois pour des classes. Puis je peux pas dire qu'on n'en a pas eu, j'en ai eu quelques-unes. J'en ai profité aussi de ça. Et lui, des fois, il faisait juste se présenter à ton cours. Tu sais, il savait les cours de tous les gars. Puis là, des fois, il était parké devant la porte. Si tu allais à ton cours cette journée-là, tu faisais comme « fuck yes, I'm safe ». Il y a une couple de fois que tu te présentes pas à ton cours parce que tu es fatigué, parce que tu te trouves 1000 excuses pour faire autre chose. Puis là, il sait. Puis ce qu'il faisait, c'est fucké. Il te punissait pas toi. Tu sais, si tu manquais un cours ou si tu arrives en retard à une pratique ou si tu fais une erreur, il punit toute l'équipe. Fait que, mettons, Thomas, tu arrives en retard, fais comme Thomas, c'est ligne de côté. Les gars, sur le sideline. Puis là, il fait courir tout le monde jusqu'à ce Mais c'est une stratégie militaire. Ben, exactement. Fait que là, après ça, les gars sont comme... Jacket, ils le font. C'est une des raisons pourquoi ils... Ben, c'est ça. Fait que là, t'as du ownership, puis les gars font comme man. Fait que lui, il a vu Full Metal Jacket. Puis il s'est dit, appliqué. Ah, ça, c'est bon pour une équipe de football. Il s'est pas dit, c'est une critique de comment gérer un groupe. Je vais l'appliquer. OK, génial. Mais je pense il a pas vu le bout où il vire fou, puis il tisse tout. Non, il a pas vu ce bout-là. Non, il a pas vu ça. Okay. Mais, fait que ça a été vraiment une belle expérience. Une critique de l'armée. Non, ça marche de même. C'est bon, ça. Il y a toujours un chapeau. Mais vraiment un bon Jack. Puis je pense pas qu'il est allé trop loin non, puis ça reste cool. Là-dedans, mais vois-tu, c'en est un à qui j'ai jasé dernièrement puis qui me dit ils peuvent plus coacher de la même façon. Les entraîneurs de nos jours ne peuvent plus faire ça. Les gens sont très sensibles maintenant. Ils connaissent leurs droits. Oui, c'est peut-être pas une mauvaise affaire non plus dans certaines situations parce que tu as eu de l'abus. Mais bref, j'ai passé 4 ans là-bas. Ça a été extraordinaire. Ouais. Comment ta carrière se poursuit? Je reçois un appel de Jim Pop. Wow! En fait, c'est comme ma dernière session universitaire. Là, pour vrai, je dois plus rien vraiment à Coach Mac. Il se présentera plus à mes cours parce que je fais plus partie de la prochaine édition. On est en contact quand même. T'es un homme, là, même. Oui, c'est ça. Je suis rendu à 22-23 ans. Et surtout, c'est tous mes essais avec la NFL et la CFL. Fait que là, c'est la période dans ma vie où je mets vraiment toutes les œufs dans le même panier, puis je vais plus ou moins à l'école. Ce qui est fucké là-dedans, je te parlais de passe-droit. Je suis pas allé à un seul cours de ma dernière session et j'en ai passé 3. C'est absurde. Le système marche pas. Le système marche pas. Moi, j'étais super content. Ma mère, quand elle a vu le butin, elle était en tabarnak. Fait que j'ai passé des cours sans y aller. Parenthèse. Yo, tu courais vite, même de l'autre côté. On se présente à un cours, c'est un cours de computer science, où on apprend vraiment tous les programmes, puis toute la logistique qui vient avec. Puis le cours se termine, j'étais avec un de mes coéquipiers qui s'appelle Muji Kareem. Puis là, il est comme, à la fin des classes, Étienne Boulay, Muji Kareem, je veux vous voir. Fait qu'on arrive en avant, tous les autres étudiants sortent, il fait comme, j'ai des billets de saison. Je capote, je pense que vous avez un esprit de bon club cette année. Il dit, juste vous dire,
je comprends votre horaire, c'est fou, vous devez être fatigué des fois. On est comme, ah oui, ah oui. Puis là, il dit, vous n'êtes pas obligé de vous présenter à tous les cours, tu sais. Parfait. On reçoit un courriel 3 mois plus tard, il dit, je pense que vous avez pris vraiment mon message à la lettre. Vous n'êtes pas obligé de vous présenter à tous les cours, mais il faudrait au moins que vous vous présentiez à un cours. On n'est plus allé à l'école à ce cours-là. Mais c'est évident, donne ça à 2 kids. Bref, il est drôle, ce gars-là. Ah ouais. Il est pas très... S'il y avait une réunion de parents, là, tes parents seraient là, puis le prof ferait comme, je n'ai jamais vu ces enfants de ma vie. Génial. Fait que ça, c'était nous autres à l'université. Mais bref, tout ça pour dire que... Il travaille avec des jeunes toute sa vie. C'est bien que si tu dis à un jeune de 22 ans, t'as le droit de pas venir à un cours. Il va jamais venir au tu cours. m'ouvres une porte. Mais oui. C'est sûr que je l'ai pris. Fait que... surpris non plus, comme quoi? Non, oui, c'est ça. Mais, fait que c'est ça. Fait qu'après l'université, ça a été le début aux Alouettes. Fait que Wow, OK. Ouais. Fait que je suis passé de là... Il n'y a pas de repêchage où tu as été... Oui. Okay. C'est ça. Il y avait le repêchage de la CFL. J'ai pas fait partie du repêchage de la NFL. J'ai pas été sélectionné ni non plus en agent libre. C'était une déception pour moi parce que je pensais avoir une shot. Puis ultimement, ça a été probablement la plus belle affaire qui est arrivée parce que de tous les endroits où j'aurais pu aboutir, Montréal, en tant que francophone. Fait que, tu sais, là, j'avais beaucoup de... Avec un bon club. Oui, c'était les années d'Anthony Carvillo, Ben Cahoon, ça, c'est en attaque, mais en défense, on était the beast of the East. Là, tu sais, défensivement, intimidant. Puis c'était tellement fucké arriver à mon premier camp d'entraînement pro parce que toute ta vie, tu joues amateur ou dans une équipe qui est liée avec l'école. Fait qu'il y a comme un cadre, il y a des règlements, l'esprit d'équipe. Puis oui, c'est super compétitif, mais t'arrives pro, il n'y a plus une estie de règle de bienséance, puis d'esprit d'équipe qui compte. C'est pas un camp d'entraînement, c'est un camp de sélection. Tu as une centaine de joueurs qui sont là pour gagner un poste. Tu as une couple de joueurs qui sont là pour essayer de conserver leur poste. Et le coach à l'époque, c'est Don Matthews. Don Matthews qui est décédé aujourd'hui. Don, sa mentalité est la suivante. Il se crisse de ce que tu fous en dehors du terrain. Pendant que tu n'es pas sur le terrain, tu peux être assis sur ton casque, couché dans un dummy, mais quand c'est à ton tour, strap-on. Puis lui-même, un truc qui était particulier de Don Matthews, c'est que c'est un homme assez... C'était particulier de voir comme coach parce qu'il est assez corpulent, il n'a pas l'air d'un athlète, puis il se promenait en court de golf. Il se promenait en court de golf et il sortait avec une jeune femme noire qui était magnifique, de genre 24 ans. Et Go Don! C'était à son âme, mais c'était Sugar Daddy. Oui, bien sûr. Puis, il y a déjà, la légende dit qu'il a déjà coupé un gars parce que sa blonde était souvent ses lignes de côté, puis le gars commençait à creuser la blonde, puis out. Mais c'est vrai, c'est pas vrai, j'étais pas là. Mais t'as raison. Il coachait en carte de golf, il y avait souvent un gros bulldog avec lui aussi, tu sais, puis c'était space. C'est vraiment un personnage. Ça se peut pas. Puis, tu sais, il nous disait dans les speeches, je m'en fous de ce que, tu sais, si tu bois, si tu consommes, je m'en fous. As long as you show up. Si tu joues bien. Fait que c'est tout ce qui comptait. Très Phil Jackson. T'as raison. Très Phil Jackson. Comme do you. Oui. Mais ici, il n'y a pas de négociation ici, par exemple. T'sais. Il rentrait des semaines, là, il était comme... Mais il y avait aussi le pouls de son équipe. C'est pas un imbécile. Il a gagné une coupe Grey, il était très bon. Il a gagné partout. Il est allé, aussi, je pense que c'est à ce jour le plus grand gagnant de la je ne sais pas les stats, mais tu sais, il a coaché pour Edmonton, il a eu du succès. Ouais. Coaché pour nous autres, il a coaché ensuite de ça à Toronto, ça a été plus difficile. Mais, ah ouais, lui, là, il arrivait des semaines, puis ça, c'est fucké, tu sais, comme mentalité. Mais il disait, OK, you guarantee me a win this week, est-ce que vous me garantissez une victoire? Ouais, parfait, rentrez chez vous. Sauf que t'étais mieux de gagner. Puis ça peut marcher. Puis on gagnait. Mais bref, c'est une méthode de gestion qui se peut. Mais ce camp d'entraînement-là, mon premier camp, en défense, c'est Chris Jones, qui est un redneck du Tennessee qui écoute du gros Dr. Dre. C'est un personnage, puis je l'adore. Puis à ce jour, ça a été mon coach préféré. Lui, c'est le coach défensif. Ouais. Lui, il recrute des goons. Fait qu'il s'en va dans les 4 coins des ghettos américains, pogne des esprits, des tueurs. Ça paraissait sur le terrain. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a un volet intimidation. Le centre, personne n'y allait, je m'en souviens. Mais non, c'était malade. Le centre du terrain, là, tu y allais pas. Je sais pas si tu te souviens, mais ces années-là, on était l'équipe qui faisait le plus de all-out blitz. Ça veut dire que il mettait des... Zero pressure. Comme il acceptait qu'il allait avoir des failles en défense puis qu'il allait laisser les demi-défensifs un peu sur une île à essayer de couvrir des... Mais il envoyait toute la brigade pour essayer d'aller détruire le QB. Puis ça fonctionnait. Fait qu'on a cette identité-là. Ceci dit, avant que tous les goons s'entendent bien,
t'as le processus du camp, il faut que tu finisses par ramer dans la même direction. Puis, fait que ce camp d'entraînement-là, c'est mon premier camp où il y a autant de batailles. Ça se tape sa gueule, enlève les casques, ça se met à se fesser, puis je suis comme, oh shit. En même temps, je suis pas là pour me faire des amis, mais c'est un peu intimidant. C'est une autre énergie. Pareil. Puis, aussi, un truc que je veux mentionner, dis-moi si je me trompe. Dès que je parle de football, tu peux toujours me corriger. Ben. T'es professionnel, puis moi, j'écoute ça de très loin. Ce qui est particulier au football américain, c'est que les poids et les grandeurs sont tellement différentes. oui, Je veux dire, il y a toi, 5 pieds 9, peut-être genre 180 livres, et il y a des 6'2", 245, Oui. puis des fois, il te rentre dedans, puis c'est ça qui est particulier au football. Exact. Tu sais, Georges Saint-Pierre, il se bug du monde à 5 livres de près. Oui. Mais t'as un équipement, contrairement à Georges Saint-Pierre, puis C'est les vrai. gars peuvent te frapper avec des coups de pied, puis des savates de toutes sortes. Ton équipement, il frappe fort. Mais puis t'as souvent une gang aussi qui va te backer, tu sais, Yes. parce que ça finit les Ouais, batailles, ouais. ça va finir offense defense un peu, puis des fois ça brasse, puis écoute, nous autres, il a fait hey, j'ai plein d'histoires pour toi, mais je finis la première. Don Matthews rentre en plein milieu de ce camp-là, puis il fait comme là, les boys, on l'échappe un peu. Là. Je dis, j'aime bien ça, des batailles, ça met de la vie, mais j'ai jamais vu ça. Je dis, on dirait un camp d'entraînement de boxe avec des ballons qui traînent au sol. Fait qu'il dit, à partir de maintenant, il y a une nouvelle règle. 2 punches par gars. Après ça, c'est 100$ le punch. C'était une vraie règle. T'as-tu déjà fait partie d'une entreprise où t'as le droit à 2 punches gratuits? Non. C'était écœurant. Fait que là, dès la pratique cet après-midi-là, ça se met à se taper dessus. Pa! Puis là, ils sont comme 1, 2, 1, 2. On est-tu cool? On est cool. Parfait. Ils respectent? Ben oui, on respecte c'est le 2 génial. punch. Mais là où j'allais aussi, c'est que un de mes derniers camps d'entraînement, tu sais, il y a les vétérans tu sais, établis. Les Ben Cahoon, Anthony Calvillo, Brian Chu en défense, moi, Mathieu Proulx, Anwar Stewart, John Bowman. T'es pas supposé nous brasser trop pendant le camp. Fait que les recrues, souvent, vont jouer contre les recrues parce que c'est là que ça se bat. Mais à un moment donné, je sais pas, il y a une blessure, il y a un gars qui performe bien, puis il finit dans la première unité défensive comme demi-défensif et il te décalisse Ben Cahoon en pleine pratique de camp d'entraînement. Et là, normalement, quand une bataille commence, l'attaque va s'occuper de l'attaque puis la défense. Mais là, tout le monde est sur le pauvre kid. Les gars de la défense, les gars de l'attaque. Puis là, on a comme 2-3 gars qui font comme, mais il va mourir. Tu sais, il faut le sortir de là. Puis, honnêtement, il a été coupé. Le gars. oui. Là, c'est une règle écrite. Ouais, tu peux pas faire ça, mais Comme écoute, tu me rappelles, tu me replonges dans des souvenirs parce que tout ça se peut pas. cette Tout, il y a histoire-là. rien qui se peut. Tu sais, je suis tellement rendu ailleurs. J'ai vécu ces espèces d'années fucked up là. Tu sais, tu t'en allais au camp d'entraînement, tu t'en allais te tirailler en tabarouette, puis il y avait quelque chose de le fun. Avec des gars là-dedans. forts. Ah ouais, des estis de bébites, là. C'est pas Des des. gars qui aiment ça, là. C'est pas juste. Il y en a des. Il y en a, t'es au bar, tu peux travailler avec un gars qui travaille derrière un ordinateur. Là, lui, il s'entraîne. Ouais, il ouais, est ouais. motivé. Ah non, puis Puis il j'ai- vient de violence, il vient de. Tu sais, Puis tu sais, des fois, c'est dur de faire. Écoute, je me souviens d'avoir. Tu parles de bar, tu sais. Je sors avec un de nos plaqueurs défensifs, je vais taire son nom, mais. le bloqueur défensif, généralement, ça mesure entre 6 pieds et 6 pieds 5 et toujours entre 260 et 330 livres. Puis sa job, ce n'est pas de faire un plaqué. C'est juste de bloquer le trou puis d'utiliser 2 gars pour en libérer un autre pour qu'un gars comme moi ou un linebacker fasse le plaqué. Ceci étant dit, C'est un pion. oui, puis un gros pion. Puis on est dans un bar pas loin de Saint-Denis, là, un petit bar de quartier. Il se tenait là. Puis il y a comme un autre gros bonhomme qui rentre qui a tout, en apparence, les allures d'un motard. Je comprends. Et ça commence à se donner des coups dans le dos. C'est ça. Puis c'est comme la bataille la plus lente que j'ai jamais vue de ma vie. C'est que mon ami se retourne, il était curieux de se faire bumper dans le dos, puis paf, met la main à la gorge. Là, l'autre met sa main à la gorge. Puis là, c'est comme une valse de 2 espèces d'ours qui se mettent à se tirailler. Et il y a moi, 5 et 9, 190 livres, qui est comme, j'essaie de les séparer, puis c'est comme... Puis là, ça finit à, come on, les gars. Hey, come on, il n'y a rien que je peux faire. Il a fallu, je sais pas combien de monde pour les séparer puis qu'on s'en aille. Puis je me suis dit, tu sais, dans la vie, des fois, tu penses que t'es tough. Puis t'arrives, tu fais comme, il y a des moments où il faut juste que... J'étais quasiment rendu à, bon, ben, allez-y, je vais vous regarder. Là, Ouais. tu sais. Bon, parfait. Quand il y en a un qui se fatigue, là, t'as une opportunité, mais... Non, j'ai vécu des affaires assez spéciales au niveau de... OK, rentrons là-dedans. Le football. Bill Parcells a une citation mythique qui dit « Le football, c'est pas fait pour des gens bien ajustés. Je suis d'accord. » J'aimerais t'entendre, c'est quoi
évoluer avec 50 gars bizarres et qui... Mathieu Pro puis moi, des fois, on était les deux francophones, tu sais. Des fois, on faisait le jeu de regarder nos coéquipiers dans l'équipe et on faisait... Après le foot, lui, il advient quoi de lui? Tu sais, tu peux pas agir comme ça dans une autre situation. Il y a dans l'armée et dans la prison. Il y a l'armée, la prison, l'équipe de football. C'est les trois places où... Puis c'est un drôle d'écosystème parce que tu as une 60aine de joueurs par équipe qui viennent de tout plein de backgrounds différents. Puis c'est à la fois merveilleux. Puis je veux pas que les gens pensent que c'est dangereux. C'est juste que... Mais un peu. Ben, je veux dire, un peu. Ouais. Puis tu sais, comme tu côtoies quelqu'un à tous les jours, tu vas finir par te taper ses nerfs. Dans l'évolution d'une saison, c'est particulier. Des fois, tu passes une semaine, ça fait 2-3 semaines que tu n'as pas gagné. Les esprits s'échauffent. Il y en a un qui est stressé pour sa job. Tu sais, comme il se passe de quoi à la maison. C'est fucké, mais je crois pertinemment à cette citation-là que tu peux pas être totalement équilibré. Ça dépend des positions, en fait. Mais. Ben même, mettons Tom Brady, là. Il a l'air du gars. C'est pas un homme équilibré toute l'évidence. Mais t'as-tu vu comment son humeur change à même un match? Voilà. Tu sais, comme l'espèce de laser focus. Ouais. Le edge de. Lui, Tom Brady, il s'en va faire l'épicerie avec Gisèle, puis il veut abattre. Tu sais, il veut la battre de vitesse à l'épicerie. Tu sais, il veut tout gagner. Puis il y a quelque chose qui. Puis c'est pas juste au foot, mais c'est dans le sport professionnel tout court, que ce soit les sports individuels ou les sports d'équipe. T'as un côté égoïste. Ça doit être tes besoins d'abord, tu sais, ton repos, ton alimentation. Ta victoire, c'est ma balle. Ouais, c'est ça. Il y a un ballon, mais il est à moi. Il est à toi. Ça prend un edge puis une confiance qui va, des fois, pas juste frôler l'arrogance, qui va se rendre vraiment carrément de l'autre côté. C'est nécessaire. Si t'as pas ça, mais tu vas pense à un botté d'envoi. C'était mon jeu préféré. Pas parce que je suis particulièrement tough, mais parce que c'était simple mentalement à comprendre. T'as une équipe d'un bord, l'autre équipe de l'autre bord, tu bottes le ballon, puis là, après ça, tu cours le plus vite possible, puis tu essaies de geler quelqu'un de l'autre côté. C'est super simple comme assignation, comme responsabilité, alors que défensivement, c'est beaucoup plus complexe. C'était mon jeu le plus le fun parce que je courais vite, puis j'avais compris la game que même si je suis pas lourd, si je cours vite, je peux faire des dommages. Tu sais. Qui aime ça? Tu dis à quelqu'un, un humain, n'importe quoi dans la rue, là, tu fais comme toi, parce qu'il y a des jobs là-dedans, là, tu n'as même pas besoin de faire le plaqué. Tu te souviens, les retours de beauté, puis ça, les gens qui connaissent pas ça, tu as le retourneur, le petit vite habituellement, qui attrape le ballon. Et là, tu mets 3-4 joueurs de ligne, des 6 pieds 3, 6 pieds 4, et en montant, 2,90, 300 livres, qui viennent, qui se tiennent par la main ou qui se prennent bras dessous, et qui font un mur. Puis là, le joueur qui a le ballon... Depuis 50 oui, verges. fait qu'il court comme ça. Donc, ce mur-là, tu peux pas le contourner parce que sinon, ben l'autre, il est caché derrière, il y a comme une immunité. Fait que ça prend que les premiers qui arrivent doivent... On appelle ça des wedge busters. Doivent briser le mur. Ta seule et unique job, c'est d'essayer et de démantibuler le mur de gros gars. Et c'était le fun parce que il y a un volet où... c'est moins stressant que d'avoir à faire un plaqué. Tu as juste à arriver vite, essayer de splitter 2 gars, trouve le petit crease, fais-toi petit, puis rentre comme une balle. Mais propose ça à quelqu'un dans la rue. Thomas, viens-t'en. Tu vois les 4 gars là-bas? Ta job est super simple, tu vas aimer ça. Tu vas adorer. Cours le plus vite que tu peux, puis rentre-leur dedans. Go! Chris! Puis aussi, on va-tu t'applaudir? Non, personne ne va remarquer que tu fais ça. Non, c'est Personne. pour l'honneur et ton bonheur individuel. Oui. Ta satisfaction à Puis toi. peut-être le lendemain, pendant qu'on va le tape, quelqu'un va faire bravo, mais c'est tout. Mais aimer ça, je me souviens d'une game où j'ai détesté ça. On joue en finale de l'Est contre Toronto, c'est au stade olympique. Il y a comme 50 000 personnes dans les Pire estrades. place où jouer au football. Ah, mais c'est Pour garder, je veux dire. Ah oui, hein? C'est Le très son, pire. ça Tu vois bounce. rien, c'est loin, t'es Ouais. Peu Ben, importe c'était où, vraiment estrade de baseball avec un terrain de foot dans le milieu, fait que t'as plein d'espace. Mais ceci dit, ils ont vraiment... Moi, je suis le dernier sur le botté d'envoi, puis ils ont vraiment trouvé une réponse pour me neutraliser. Puis c'est de mettre 2 gars qui arrivent dans une espèce d'angle où, écoute, ils sont tellement bons, les 2 gars, je suis pas capable de couper à l'intérieur. J'essaye toutes les feintes du livre. Et c'est l'année où la Ligue a changé la règle parce qu'ils essaient toujours de se distinguer de la NFL. C'est que même quand on bottait des 3 points, au lieu que l'autre équipe reprenne avec le ballon, l'autre équipe devait botter. Fait qu'aussitôt que tu fais un field goal, il faut que tu bottes. Sauf que dans la CFL, quand tu as des 40-50 points, tu bottes en tabarouette. Fait que là, il y a une game, cette game-là, je pense qu'on a 12 ou 13 bottées d'envoi. Mais dès le premier, je suis incapable de me défaire de ces 2 estis-là. Ils me détruisent à chaque fois, sont 2 contre 1. J'ai aucune réponse. Puis c'est rare, parce que d'habitude, je suis assez
habile pour être, tu sais, comme tu joues une game, tes apports d'un on côté. le voit, le côté stratégique est très fort chez toi. Là. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Puis là, je te dis, quand je vois les bottés, tu sais, on fait des points, je comme... Puis là, je m'en vais sur le je m'en vais à l'abattoir, tu sais. Puis là, je le sais que je m'en vais juste libérer l'espace pour je suis tanné. Fait qu'il y a une partie de moi qui était comme, je vais-tu demander au coach de mettre le deuxième? Mais là, en même temps, là, t'as l'air d'une bitch, tu sais. Fait que je l'ai pris. Puis heureusement, après l'année, ils ont changé la règle où là, tu peux recommencer avec le ballon sans botter. Il y a plein de questions par rapport à ta carrière. Première question, t'as joué avec des gars particuliers qui ont des réputations particulières, comme le gars qui a un nom italien qui était plaqueur défensif. Adriano Belli. C'était comment, cet homme-là? La première fois que j'ai rencontré Adriano Belli, il courait nu sur le tapis roulant du vestiaire. Fait que pour que les gens comprennent qui est Adriano Belli, 6 pieds 6, un gros Italien, puis il l'appelle The Kissing Bandit. Fait que lui, il fait un plaqué, enlève son camp, il embrasse le ref, il embrasse tout le monde. C'est un personnage. Mais il est aussi reconnu pour, en dessous de la pile, essayer de faufiler sa main dans des orifices. Génial! Fait que, tu sais, ceci dit, on l'échange je pense qu'il était à Hamilton, on l'échange aux Alouettes. Puis... C'est le genre de gars qu'on t'aimes l'avoir dans ton équipe, t'aimes pas jouer contre. Mais c'est encore drôle parce que j'arrive, puis on a un long couloir avec un mur, puis j'entends toum, 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 toum. Tu sais, clairement quelqu'un qui court sur un tapis roulant, puis je me revire de bord. Il est tout nu avec le pénis qui slappe d'un côté à l'autre, avec des bas blancs, des chaussettes, puis il court sur le tapis roulant. Puis là, je suis comme « Wow! » Fait qu'il me salue. Comme si rien n'était. Après avoir couru, c'est le meeting d'équipe qui commence. Puis sa chaise à lui est comme dans le milieu de l'allée. Mais il arrive nu, encore une fois. Puis là, tu sais, il passe avec les fesses dans « Sorry, excuse me ». Il s'assoit. Mais il faisait tout pour faire rire puis déranger. Mais lui, la première semaine, moi, je restais tard souvent pour faire des traitements, tu sais, pour le corps ou m'entraîner. Puis je me retrouve dans la douche seul avec lui. Puis là, je savais pas que c'était une joke à ce moment-là, mais il pogne son savon, il le pitch à mes pieds, puis j'entends « Pick it up, Rook. Ramasse-moi ça, recrue. » Hey, là, je suis dans la douche avec un mastodonte qui est toujours nu, puis qui est un peu désaxé, tu sais. Fait que je vais-tu me faire violer aujourd'hui dans le vestiaire? Il n'y a plus un chat. Fait que la seule affaire que j'ai réussi à sortir, c'est hey, come on, man. Puis il est parti à rire. Puis fait que j'étais comme dans ma tête, c'est qui que t'essayes de faire rire? Est-ce il y a juste toi puis moi? Là, tu sais, comme. C'est la meilleure note. Qui rit? Qui rit présentement? Parce que moi, je ris pas. T'sais. Mais c'est devenu un bon ami. Mais lui, il a fini à Toronto. Puis je me souviens, à un moment donné, quelqu'un avait dit de quoi sur lui dans le vestiaire. Il est basé, là. Il est rentré dans notre vestiaire avant la game pour essayer d'étrangler un gars. J'ai fini à Toronto. On l'a sorti de la retraite pour qu'il vienne. Fait que ça a fini par être un bon ami. J'allais chez eux. Il y avait un spa. Ça finissait en party de malade avec lui. Mais ouais, c'était tout un personnage. C'était comment sortir avec lui? Mais c'était certain qu'il allait faire rire d'une façon ou d'une autre. Tu sais, je l'ai entendu dans un gala ultra huppé à Toronto avec tout le côté pincé dont on peut reconnaître parfois les Ontariens. Puis il dit I'm sorry, je dois m'absenter parce que j'ai envie de chier. C'est comme fait moi je trouve ça drôle. Mais les gens dans le gala, un petit peu moins, tu sais. Fait que c'était vraiment ce genre de gars-là. Il a annoncé sa retraite sur un navire, puis après l'avoir annoncé, avant de répondre aux médias, il s'est crissé à l'eau. Tu sais, il est pas tout là. C'est là que il est tout là. Ouais, t'as raison. Tu sais qu'on sait pas. Ouais. Il s'amuse. Ça, il s'amuse. Ouais. Ah, ça, oui. Il a du plaisir. Ah, ça fait vraiment penser à Diogène. Diogène, qui est un grand philosophe de l'Antiquité, qui était un gars qui vivait dans une barque, puis tout ce qu'il faisait, c'est se masturber puis crier. Il était bien. C'est très Diogène. Honnêtement, wow. Ça fit. Apparemment, ça s'appelle de Mark Trestman. Qu'est-ce qui a changé entre... Parce que Mark Trestman est un grand coach. Ouais. Mark Trestman, c'était l'opposé de Don Matthews. Tu sais, tantôt, je disais Don Matthews, il se foutait de ce que tu faisais. Mark, c'était vraiment la mentalité everything you do a un effet sur ta carrière. Fait, puis forcé d'admettre que j'ai plus gagné, en tout cas, avec lui. C'est un génie de l'attaque. Là. C'est un génie tout court. C'est un gars ultra brillant. Il a coaché dans la NFL par la suite. Là. C'est vraiment un gars... Il a coaché 19 ans dans la NFL avant d'arriver dans la CFL.
il a coaché des Jerry Rice, tu sais, c'était un gourou de corps arrière. Pendant l'off-season, il y a beaucoup de corps arrière universitaires américains qui étaient pressentis pour sortir en première ronde, qui l'engageaient pour comprendre à étudier la game, toute la motion, la motricité aussi, la technique que ça requiert. J'ai vraiment aimé mes années avec lui. Mais effectivement, c'est un gars d'attaque. Puis des fois, on le sentait, tous les petits avantages qu'avaient ces gars de l'attaque. Puis c'est bien correct, mais j'ai beaucoup aimé ça. Je suis encore en contact avec une fois de temps en temps. Il m'a envoyé un message l'autre fois. Lui, il a vécu aussi le début de ma phase de dérape. Fait que c'était on a vécu pas mal avec, là. Parlons-en. Tu dis que tu as une dérape. Je t'écoute. Hey, là. Ben, tu sais, Montréal étant ce qu'il est, c'est une ville extraordinaire. Il y a une période où j'ai pris goût à ce qui venait avec Montréal, puis c'est-à-dire sortir, le végétariat, les femmes, tout ça. Je suis extrêmement excessif dans tout ce que je fais. J'étais un passionné, puis ça m'avait toujours bien servi, puis j'avais pas anticipé que tout le volet excessif avait aussi un volet négatif, que ça pouvait m'auto-détruire. Puis à un moment donné, j'ai commencé à m'auto-médicamenter. J'ai eu des coups à 5 pieds 9, 190 livres. À un moment donné, puis quand ton branding, c'est des mécognés, à un moment donné, c'est à toi que tu fais mal. Fait que, tu sais, m'auto-médicamenter avec des antidouleurs, boire là-dessus, consommation de cocaïne. Puis à un moment donné, ben, tu sais... Comment tu commences? Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as consommé de la cocaïne? Oui, c'est arrivé... tu sais, quelqu'un, c'est toujours, j'imagine toujours un peu comme ça, mais t'es dans un party bien chaud, quelqu'un qui nomme, tu fais, bon, ben, je vais l'essayer. J'ai vu d'un fait, on essaye. Ouais, c'est ça. Puis t'en fais une fois, t'as du gros fun, puis ça finit là. Puis là, après ça, tu ressors, puis tu es capable de juste boire. Puis là, à un moment donné, ça se représente. Puis, tu sais, c'est super sournois, puis ça se fait pas en 2 semaines. Puis... c'est une mauvaise habitude. Ouais. Puis là, après ça, tu commences à te tenir avec des gens qui non. Puis plus souvent, tu sais, c'est comme inconscient, mais c'est vers ces gens-là. J'ai un ami qui a arrêté, mais il était cocaïnomane. Puis une des choses qu'il a fait, faut que j'arrête. Il a pris son téléphone, puis il a réalisé tous les contacts que j'ai, je peux faire de la coke avec eux autres. Ouais. J'ai rien. Tous les gens à qui je parle, à qui je pense, peuvent me faire de la coke. Pas bon, ça. Non, c'est pas bon du tout. Puis c'est drôle que tu dises ça parce qu'à un moment donné, moi, j'avais plusieurs cercles d'amis, comme ça a toujours été le cas dans ma vie, mais bon, des coéquipiers, des amis des filles, en dehors. des amantes, c'est ça. Puis c'était tout du monde qui en faisait aussi. Puis, oui, parce que faut le savoir, pour en avoir fait de la coke, quand tu fais de la coke, t'as quelqu'un qui est pas sur la coke, tu peux pas. Ben non. Tu peux pas te chiller avec quelqu'un sur la coke. Impossible. Si vous trouvez ça lourd, aller dans un bar, pas boire, puis voir quelqu'un qui a pris des shots, quelqu'un sur la coke, si t'en as pas fait, puis t'es pas sur la même fréquence, c'est horrible. Non, qui ne fait que parler, puis qui est super intense. Puis qui est pas dans une performance artistique. Là. Comme c'est cool de voir un guitariste sur la coke. Pas cool jaser avec quelqu'un. Jaser avec quelqu'un, impossible. Mais c'est ça, c'est que je me tenais, mettons, après les games, j'étais avec telle gang qui en faisait. Là, après ça, le mardi, il y a une petite opportunité, j'étais avec une autre gang. Je me rends compte que, tu sais, ceux avec qui j'en faisais, ils en faisaient peut-être une fois par mois. Mais moi, c'est x4. Fait que puis ça te donne aussi un faux sentiment de normalité. Tu sais, comme ton ami que tu parles, ben, tu tiens avec du monde qui en font, fait que tu as l'impression que c'est normal. Tout le monde en fait, ouais. Fait que vraiment, ça a été graduel vers devenir complètement accro puis ne penser qu'à ça. Là. Je connais une fille qui a arrêté de faire de la coke. Puis une des fois, c'est qu'elle est venue chez moi, puis elle a jeté de la coke, puis elle s'est coupée. Puis j'ai dit, voyons! Puis elle comprenait pas. Puis c'est ça qu'elle a réalisé. C'est le lendemain qu'elle a réalisé, c'est pas normal qu'un mardi à 18h45, je fasse une clé. Ça m'est arrivé. C'est fucké, mais après une game, dans le stationnement, Caroline, c'est un stationnement un peu mixte. C'est pas juste les gars de foot. Il y a des fans. Là, qui... Mais je faisais attention quand même, mais je rentre, puis j'étais avec un ami, puis avec 2 de ses amis à lui. Fait que dans ma tête, tout est normal. Je m'installe, puis là, j'entends en arrière, même affaire. « Hey, c'est là! » Puis là, je suis comme... Shit. T'sais, moi aussi, ça m'a frappé. Mais j'étais tellement accro que j'étais pas capable d'arrêter. J'étais rendu là. Alors que c'est ça qui est fucké. Puis je vivais mal avec ça parce que j'avais l'image quand même du. Tu sais, je suis quelqu'un de gentil, j'étais travaillant. T'as pas l'air du coquet. Quand on connaît pas ça. Non, c'est ça. Alors que je suis vraiment devenu ça. Là, tu m'aurais croisé dans les bars, t'aurais fait comme sans équivoque que Étienne n'est pas normal. Ouais. OK, alors, comment tu fais pour jouer au football, être sur la coke, comment ça fonctionne? Ben, tu peux pas, tu sais, dans le sens où
tout ça, ce que je te raconte, quand ça a vraiment commencé à devenir plus fréquent puis problématique, mais j'étais blessé. Tu sais, j'avais ma commotion cérébrale, puis Dieu sait que prendre la coke sur une commotion cérébrale, c'est pas ce qu'il y a d'idéal. Mais je suis vraiment rendu accro. Puis là, c'est le cocktail Molotov de, tu sais, pilule antidouleur, alcool, coke. Puis depuis cette période-là, puis c'était en 2011. Avant ça, tu sais, ça m'était arrivé d'en consommer, puis c'était pas tant régulier, c'était pas tant problématique non plus. C'était vraiment pour avoir du fun. Ouais. Ce qui est possible, faire de la coke pour du fun. Mais pas longtemps. En tout cas, tu sais, j'ai connu peu de gens qui sont vraiment capables de garder ça récréatif. Puis évidemment, j'ai mon bagage, puis mes billets à moi que je traîne. Mais puis après ça, j'ai plus jamais vraiment été le même. Tu sais, ça a affecté évidemment mon énergie, ma motivation à m'entraîner. Puis dès que j'avais tu sais, j'étais capable de faire des 4-5 mois des fois sans en prendre, mais je me replantais. Puis ça a été comme ça de 2011 jusqu'à 2017, tu sais, avec des phases beaucoup plus problématiques, des enjeux de dépression, de santé mentale. Puis ce qui est fou, c'est qu'avec le recul, tu sais, si je regarde ça avec une autre perspective, à la fin, ou les quelques dernières années, je consommais pas pour être gelé. Je consommais pour essayer d'être le vieux Étienne avec de l'énergie. J'étais tellement en dépression, j'étais tellement fatigué, tellement mal partout que tu consommes pour essayer de filer normal au lieu d'essayer de consommer quelque chose pour essayer d'avoir une espèce d'euphorie. Tu sais, je vais faire une comparaison de boiteuse, mais pour vrai, tu me diras si je me plante, là. C'est beaucoup moins grave. Moi, je considère pas que c'est grave, là, mais des fois, tu as la même relation avec la cocaïne que bien des gens ont avec la caféine. C'est-à-dire que bien des gens, ils prennent du café, ça leur donne pas un kick. C'est juste, c'est comme ça que je peux partir ma journée. Ouais. Mais tu vis ça avec la cocaïne. Un problème, un truc beaucoup plus dur, un truc qui est coupé tout croche. Parce que un des problèmes de la cocaïne, c'est que c'est fait par les crimes organisés. Puis les crimes organisés, c'est pas des grands scientifiques. Si tu le dilues, ben, tu peux en vendre plus. Fait que t'as plus d'argent. Puis c'est fou quand tu parles de couper la coke. Tu sais, moi, je sais pas, je n'ai parlé de ça. Par couper, il faut mentionner que tu prends pas de la coke pure. C'est que tu achètes, mettons, quelqu'un achète, dis-moi quoi, le 20 grammes de cocaïne. Puis pour en vendre 40, tu mets n'importe quoi de blanc là-dedans. Exact. Et t'en vends plus. Et qu'est-ce qui est blanc? Des choses que vous trouvez près de votre machine à laver, puis tu mets ça dans le nez du monde. Une espèce d'Ajax, puis ouais, c'est fou raide. Puis, mais parlant je consommais tellement pendant une période, tu sais, j'étais capable de me faire une ligne puis d'aller me coucher. Wouh! J'étais rendu là. Puis évidemment, je me relevais de la même façon. Puis j'alternais de dealer parce que justement, je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais chaque coke était coupée différemment. Parce que si je consommais trop de suite, dans la même journée, toujours la même coke, ben à un moment donné, elle me faisait plus effet alors que l'autre me requiquait. Tu sais, c'était rendu... C'est fou quand un petit sachet blanc dicte tous tes mouvements puis ta façon de réfléchir dans une journée. Tout était axé vers ça. Puis j'étais au point où, tu sais, mettons qu'on parle de quantité. Dans mes premiers temps, là, premièrement, je n'achetais pas. Tu sais, dans les premiers temps, tu t'en fais offrir, tu n'as aucune idée, tu t'essayes, puis tu es capable de te faire la soirée, tu sais. Puis là, à un moment donné, bon, ben, je savais que si je passais pas loin d'un gramme, là, je dormirais plus, puis j'étais complètement... Puis à la fin, tu sais, mettons, je parle 2016, là, début 2017, là, s'il me reste 1 gramme dans les poches, j'angoisse. Parce que j'ai l'impression qu'il m'en reste plus, tu sais. Puis là, il faut déjà que je commence à envisager d'en racheter. C'est la folie, cette histoire-là. Que penses-tu de ça? C'est une hypothèse. Puis vu que c'est ta vie, tu peux la réfuter. Aurais-tu consommé, selon toi, si tu n'avais pas joué au football? Je pense que oui. À la base, avec ou sans football, je suis excessif. Tu sais, puis je le suis encore. Je me suis battu avec ça pendant longtemps. Tu sais, quand tu commences à faire une première thérapie, après ça, à essayer de contrôler tout ce qui se passe, ben, tu vois que le best, c'est d'être équilibré. Mais n'est pas équilibré qui veut. Tu sais, dans le sens où... C'est le calvaire d'une vie. Mais ouais. Puis, fait au lieu de ça, puis ça m'a pris du temps avant de comprendre ça, je suis aussi bien d'essayer de gérer, jongler avec mes déséquilibres, tu sais, m'assurer que je sais que j'étais un peu twisted, je sais que j'étais un peu fucké, mais je vais le mettre aux bons endroits, mais je pense qu'avec ou sans commotion cérébrale, je finis par consommer. Je pense qu'avec ou sans football, je finis par consommer. Parce que j'étais à la recherche de sensations fortes, puis de gros... Il y a plein d'avocats qui n'ont jamais eu de coup sur la tête qui font de la coke, là. Oui, puis c'est souvent quand tu es axé vers la performance, tu sais, ou le stress. Ou, qui est dans notre société, pas mal de monde, voire tout le monde. Exact, c'est ça. Tu as eu des
T'es en désintox. Ouais. C'est comment une désintox? Oh man. La première que j'ai faite, c'est 3 de mes coéquipiers qui m'ont rentré en 2011, OK, quand j'allais pas bien. Quand il y a des joueurs de football qui disent que tu vas pas bien, c'est que tu vas pas bien. C'est je vais pas bien pantoute. Ils me rentrent en... C'est pas des joueurs de football qui se couchent à 9h le soir, là. Non. Ils voient que j'allais pas bien. Mais c'est des gars qui ont... Qui eux, allaient bien. Puis qui m'aimaient, puis qui voyaient le changement de comportement, puis qui ont posé des questions, puis qui ont réalisé, oh shit, ils s'enfoncent. Fait que ceci dit, je rentre en thérapie accompagné de ces 3 gars-là. Et, j'ai ma petite valise, puis évidemment, tu marches pas. Voulais-tu y aller? Non, mais je suis allé pour acheter la paix. J'entends. C'était comme, OK. Peux-tu m'expliquer ce moment-là, le moment où il y a 3 de tes coéquipiers qui te disent... Comment ça arrive? Comment ça arrive que tu as 3 coéquipiers qui se réunissent puis qui te disent, yo, Étienne, faut... Ça a sonné à la maison un après-midi. J'ouvre la porte. Moi, je viens de me lever parce que j'ai pas dormi de la nuit ou presque. Les gars rentrent, faut qu'on te parle. Fait que là, je me confronte. Savais-tu que c'était ça? Quand tes 3 boys arrivent à la maison avec un air solennel, tu fais comme, oh shit, que ça peut être. T'as un gros c'est pas comme, dans le placard, tu fais comme... X doit déménager, on a besoin de toi pour les sauver. Non, c'est ça. Hey, tu veux-tu une bière? Non, tu sais. Fait que oui, tu sais, j'ai admis, j'ai parlé avec Jim Pop ce soir-là, avec Mark Trestman aussi. OK, toute l'équipe savait. Ben, ces gars-là, on sait comme... ils ont vraiment été extraordinaires, mais tu sais, comment qu'on gère ça? Bon, première affaire, je vais rentrer en thérapie. Oui, d'accord, je suis d'accord, j'ai besoin d'aide. C'est bon. Dans ma tête, c'est plus stratégique de... si les gars le savent, l'équipe doit savoir, c'est ça, nanana, je veux pas perdre ma job, je veux pas perdre ma blonde, je veux pas perdre la face, fait que, tu sais, vas-y. En même temps, ça peut-tu te nuire tant que ça? Ben non. Fait que là, parle à Jim Pop, explique la situation, t'es un peu au courant. Mark Trestman, même affaire. Le docteur de l'équipe s'en vient à la maison me rencontrer, voir comment je vais. Tu sais, comme vraiment une belle gang. C'est l'équipe qui paye ma thérapie. Tu sais, comme ils ont vraiment bien pris soin de moi. Puis quand je suis rentré, c'est un peu drôle, mais quand je suis rentré là-bas, j'arrive dans l'espèce de salon commun, puis un gars qui fait comme « Hey, tout le monde! On a une conférence d'Étienne Boulay aujourd'hui! » Puis je suis... Tu sais, là, coup de poignard, mon gars, là, tu fais comme « Ah! » Puis, mais non, je suis ici, tu sais. Puis je pense que j'ai passé les 3 premières journées à dormir puis à récupérer. Puis l'objectif d'une thérapie, tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques, mais c'est 0 des vacances. Tu sais, t'as comme des classes dans la journée. Tu sais, t'as un cours où on essaie de te faire comprendre c'est quoi cette maladie-là. Tu sais, d'où ça passe, ça te fait réfléchir. T'as des travaux à faire, t'as des lectures à faire. Comme quels travaux? Quels genre de travaux? Ben, tu sais, on va... premièrement, des affaires qu'ils veulent, là, c'est que tu admettes, que tu réalises que tu as un problème. Puis ça, d'une journée à l'autre, c'est pas gagné parce que ton cerveau passe ton temps à dire « Chris, je suis pas un itinérant, j'ai encore une job, j'ai encore une famille. » Fait que ton cerveau essaie de trouver toutes sortes de portes de sortie pour que tu puisses ne pas abandonner ta substance. Fait que c'est vraiment de trouver le moyen de « OK, c'est niaiseux, mais tu as comme un checklist. As-tu déjà perdu une job ou est-ce que tu t'es déjà mis en marre la job à cause de la consommation? » Là, tu fais comme... Ouais. Quand même ici, parce que... Ouais, c'est ça. T'as-tu déjà eu du trouble avec la loi? Non, mais tu sais, j'ai failli perdre mon permis une fois. Ah, oui, OK. Est-ce que dans ton entourage, t'as, tu sais, 2, 3, peut-être plus de gens qui t'ont parlé, qui sont inquiets de ta... Là, tu fais comme... OK, ouais. Mens-tu? Ouais, est-ce que tu mens? Puis là, Mané, quand ça fait 10 oui, ou même quand ça fait 5 oui, tu fais comme, Chris, OK, il y a de quoi là, tu sais. Fait que t'as ces travaux-là, après ça, c'est de... en fait, tu as un thérapeute que tu vas voir aux quelques jours qui te pose des questions. On essaie de trouver la source de ça. Puis après ça, il t'offre des outils pour gérer la suite. Fait que c'est vraiment de la grosse job. C'est dur aussi parce que tu es isolé du reste du monde. Pas de téléphone, pas de... T'es en sevrage? Oui. T'es habitué depuis... L'affaire avec la coke, qui est différent de d'autres substances, c'est que c'est pas un sevrage physique, c'est vraiment psychologique. Fait que t'as pas vraiment de danger, comme quelqu'un qui consomme de l'héroïne, par exemple, ou du crack, qui arrête, ça peut être dangereux, qui crève. Ou l'alcool, disons-le. Oui, aussi, tu peux être sur le shake, puis Pour ça, ceux qui l'alcool, c'est considéré comme... Pire, hein? Il y en a qui considèrent que l'alcool, c'est une drogue dure. Ah ouais, hein? Mais je le crois. Je le crois parce que, tu sais, moi, j'arrivais avec un bagage à ce moment-là, de quelques semaines, de quelques mois de problématiques qui se dessinaient depuis longtemps. Mais tu as des gens qui ont 50, 60, 70 ans par moment, qui, eux autres, ça fait 50 ans de pattern à désancrer. Fait que c'est encore plus difficile pour eux. Ça fait 50 ans que tu bois ton gin à tous les jours.
Chris, ça se peut que physiquement, tu as besoin de sevrer plus que le petit boulet qui arrive, il faut qu'il arrête. Fait que tu as ça à faire, tu passes par toutes les gammes d'émotions. Ta famille aussi passe par toutes les gammes d'émotions. Tu sais, t'as un peu, j'imagine, je suis jamais à prison, mais tu sais, t'as comme un moment le dimanche après-midi où tu peux passer les appels. Là, tu passes un appel, là, ta blonde est de bonne humeur cette journée-là, ça te rebooste pour la semaine, c'est en crise d'être tout seul. Et là, t'es à l'envers pendant. Tu sais, fait que c'est une drôle de dynamique qui est nécessaire. Après, quand tu sors de là, est-ce que tu considères que tu n'as plus de problème? Moi, j'étais pas convaincu que j'avais un problème. Je comprends. Tu sais, à ce moment-là, j'ai 27, 28 ans. Puis d'envisager de ne plus jamais boire, de ne plus jamais consommer, alors que le centre de ma vie, c'est le foot. On est sur la route, on se bat en équipe, après ça, on sort en équipe, on va souper, tu sais. Pour moi, je suis pas convaincu. Puis, il y a aussi le fait que toute ma vie, j'ai été straight. Tu sais, fait que 28 ans de ma vie, j'ai été le gars qui a pas écouté personne, qui a foncé dans le tas, qui a eu, tu sais, On t'a toujours dit que tu peux pas faire quelque chose puis tu étais capable. Exact. Alors, si on dit que t'es cocaïnomane, non, mais si tu le sais que tu l'es pas, je suis capable d'arrêter, Mhm. tu sais. Ou de continuer. Oui, c'est ça. Mais c'était plus dans l'esprit, si je veux arrêter, je peux arrêter. Je comprends. Tu sais, je suis capable. J'ai été capable de jouer pro alors qu'il n'y a rien qui me... J'ai déjà dit ça à un gars qui fumait du weed beaucoup. J'ai dit, je pense que c'est un problème. Puis j'ai dit, non, je peux arrêter n'importe quand. J'ai dit, arrête. Puis il a dit, ça me tente pas. Mais là, Ouais, c'est ça. C'est exact. c'est une drôle de gymnastique intellectuelle. Là. Tu te convaincs. Tu sais, Je peux arrêter, mais ça me tente pas. Mais la toxicomanie, c'est la seule drogue qui va... c'est la seule maladie qui va essayer de te convaincre que t'es Ça va pas si bien. pire, que ça va bien, que t'es en contrôle. Quand t'as que le c'est rhume, toi qui personne ne le- fait, non, je suis correct. Non, non. Puis c'est drôle, hein, parce que les thérapeutes, tu sais, une des affaires qui t'enseignent, c'est à partir du moment où tu n'es pas capable de calculer la durée de ta soirée et la quantité de ce que tu vas prendre. Ah, c'est brillant. Là, faut que tu commences à avoir des red flags. Fait que si tu te dis, regarde, combien de fois j'ai fait ça? Je me dis, à soir, faut pas que je l'échappe. Fait que là, je rejoins les gars à 9h. À 2h, je suis à la maison. Next thing you know. Il est 9h du matin, puis 9 j'ai heures du quelqu'un que matin. tu connais pas. C'est ça. Puis, où tu sors en disant, hey, 1 gramme seulement. Ou, hey, 5 bières. Moi, le plus dur d'arrêter de consommer, c'était le. Il y en a plusieurs trucs qui étaient durs, mais un des trucs les plus difficiles, je m'étais dit, mais j'ai tellement vécu d'aventures là-dessus. Je vivrai plus d'aventure. Ouais. C'est tellement cool de se retrouver chez un appartement que tu connais personne, puis tout le monde est un peu flyé. C'est wild, mais corrige-moi si je me trompe, mais on a une mémoire sélective où tu te souviens des bons moments. Ben oui. Puis moi aussi, là, écoute, c'est arrivé souvent où, veux pas, je regarde Facebook, j'ai un souvenir qui pop, cette petite party, puis là, j'avais fini avec telle personne. Ah oui, c'était écœurant, tu sais, comme dans l'espèce d'euphorie. Mais à ta minute, ça remonte à il y a 15 ans. Depuis ce temps-là, ça fait 5 ans que je consomme, puis j'ai pas vécu cette espèce... Je suis à la recherche de ce trip-là, mais je le trouve... Il appelle ça chasser le dragon. Ouais. T'as un moment super le fun, puis tu veux le revivre, mais ça arrive. Il y a quelqu'un qui m'a, dans mon début de parcours dans l'abstinence, qui m'a dit, Étienne, quand tu commences à avoir des pensées comme ça, termine ton film. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire par termine ton film? C'était une fille, elle me dit, on va toujours triper sur les débuts de soirée. Fait qu'inconsciemment, tu te dis, je vais aller me chercher de la poudre. Là, ça, c'est excitant. Parce qu'il y a un petit côté... le plus fun, c'est l'acheter. Ouais, il y a un petit thrill. Là, t'arrives. Là, après ça, tu vas aller à la salle de bain, t'es au resto, tu vas consommer. Là, tu vas revenir, tu vas avoir de la jasette. Puis là, elle dit, t'as-tu remarqué que ton film se finit là d'habitude? Elle dit, continue là. Là, là, tu commences à penser que c'est l'heure de retourner aux toilettes. Mais ça fait déjà 15 minutes, tu sais, c'est bizarre. Là, tu y retournes. Puis là, tu finis ton bag. Là, il faut que tu rachètes. Là, tu rappelles. Là, tu sors du restaurant. Là, next thing you know, tout le monde s'en va se coucher à 3h du matin. Toi, tu cherches un party. Peut-être t'en trouves un, peut-être t'en trouves pas. Après ça, il est rendu à 6h de même. Hey, là, tu commences à voir le soleil qui se lève. Tu fais comme, Chris, j'ai pas de fun. J'angoisse, j'essaie de penser. Mon envie est parti. Brillant. Fait que c'est une des affaires que ces temps-ci, ça va super bien. Je touche du bois. Mais c'est un espèce d'outil que j'essaie d'utiliser de, hey, va jusqu'au bout de cette idée-là, tu sais. Je pense qu'on est plusieurs. Acheter de la dope, c'est tellement cool. Souvent, moi, pour arrêter, j'allais l'acheter puis j'achetais. Ah ouais. J'aimais vraiment ça, l'acheter. Parce que toi, t'es sobre depuis combien de temps? Ça dépend c'est quoi. Le boire, je le fais de temps en temps. Ouais. Être sous, ça fait longtemps. De la coke, moi, de la coke, ça fait... Je pense, la dernière fois que j'ai pris ça, j'avais 26, 27, mais ça faisait des mois, j'avais... Quand tu bois de l'alcool, ça te donne pas le goût de consommer de la coke? Jamais. OK. Jamais. C'est rare que je consomme. Moi, j'associais les deux. Tu sais, c'est ça. Parce que c'est bizarre, hein, mais j'ai aucun enjeu d'alcool. Tu sais, j'ai jamais eu... J'ai bu pour me saouler, mais j'étais capable, jusqu'à ma dernière rechute, d'ouvrir une bière, puis d'en prendre une gorgée, puis de la laisser là. Moi, j'ai aucun intérêt à ça. Mais le feeling d'être un peu tipsy, d'être un peu chaud d'ail, tout de suite, j'ai envie de la coke.
Ma drogue de choix, c'est ça. Tu sais. Je comprends. Fait qu'ultimement, ça devient aussi dangereux. Tu sais. Moi, c'est drôle parce que pour moi, qu'est-ce que j'ai vécu? J'ai vécu ta vie un peu à l'envers. C'est-à-dire que tout était super straight pour devenir joueur de football. Moi, c'est l'inverse. J'ai lâché... j'étais à l'école. Moi, j'ai consommé le pic de ma coke. J'avais genre 17-18 ans. Là. Oh, shit. Ah, ouais, OK. Hey, ça coûte cher à cet âge-là, en plus, tu sais. C'est ça qui est cool d'avoir des... Moi, c'est ça qui est un truc que j'ai compris pour savoir dans le milieu des arts qui consomment. C'est ceux qui prennent plein de contrats. Parce que quand t'as un vice, t'as besoin de cash flow. Mm-hmm. Fait que pour savoir dans le milieu des arts, fait comme, pourquoi lui, il fait plein d'affaires un peu gênantes? Il y a un vice! Oui, il faut qu'il finance. Il a besoin ici. Hey, mais c'est fou, hein, parce que quand j'ai commencé à sortir avec Maïka, tu sais, j'avais plein de gigs. Mon après-carrière, ma transition allait bien, mais jamais une esthéticienne. Mm-hmm. Puis là, Maïka, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, écoute, puis là, tu te mets à mentir. C'est un esti de pattern de merde. Moi, j'ai vécu l'inverse, c'est que ma dose de prédilection, c'était le speed. J'aimais vraiment ça, le speed. Je trouve ça super. J'en ai pas pris. Bref, la fois, je l'ai pris, je pense que j'avais 19 ans. C'est que moi, c'est l'école de l'humour qui m'a changé. C'est que je suis rentré à l'école de l'humour en me disant, comme toi, tu as vécu le football. Si moi, je constate que j'avais pas beaucoup de talent, tout ce que j'avais, c'est que j'ai bien plus d'énergie que tout le monde, puis je suis bien plus motivé que bien du monde. Alors, pour fonctionner, puis nous, à l'époque, quand je suis rentré à l'école de l'humour, c'était en 2011. Le modèle, c'était Louis-José Hood, c'était Martin Matt. C'était deux gars motivés, travaillants. Puis ils sont pas sorteux, tu sais, corrige-moi, je me trompe, je les connais pas tant, là, mais ça n'a pas l'air de deux party animals. Là. Non, ils ont du fun comme n'importe qui. Oui. Moi, on est loin de Michel Barrette en 1983. Alors, moi, je me suis dit... Mais toi, t'as fait l'inverse, c'est ça, mais c'est pas... C'est probablement la meilleure cour. C'est comme ça que l'école de l'humour, c'est grâce à... Moi, souvent, l'école de l'humour, ça a été ma désintox. Ouais. Puis tu l'as vécu, ta phase de party puis de galère aussi. Puis maintenant, mais moi, ce qui s'est produit, c'est que quand je consommais, j'avais 16-17 ans, j'avais le corps, puis la tête d'un gars 16-17. Pas de récupérer aussi. Ouais. Puis là, à 26, j'ai une fois, je me rappelle. La dernière fois, j'ai fait de la coke. J'avais quoi, 26, 27? Entre 26 et 29 ans. Puis je n'ai fait de la bonne d'un collègue qui avait des bonnes connexions. Ouais. Et mon cœur chantait qui sortait de ma poitrine. Puis j'ai pas dormi pendant 2 jours. Ouais, j'ai plus le corps. J'ai plus de 19 ans. Puis, OK, lui, il connaît du bon monde. Là, je peux pas... Ah non, mais c'est drôle que tu parles de ça parce que pas plus tard que ce matin, j'ai super mal dormi cette nuit. Ça arrive rarement, mais ça... Écoute, puis je me suis réveillé vraiment poqué, tu sais. Puis là, il faut que j'aille à la radio. J'ai 3h30 de radio live à faire. Puis j'ai eu le réflexe de faire comme... Hey, t'as pas être fatigué. C'est rien comparé à des matins où t'as pas dormi. Puis là, il faut que t'ailles travailler ou il faut que t'ailles faire une entrevue alors que t'es en sueur. Tu sais, là, fait que des fois, de te rappeler tes dérapes, de te rappeler ça te permet de garder le cap un petit bout de temps aussi. Là. Ouais, en fin de semaine, j'avais 2 spectacles le même soir. J'avais pas de voix. J'ai pas parlé de la journée. Puis j'ai pas eu peur parce que je me suis dit, j'ai déjà été plongeur avec mon battement de cœur dans mes tempes. Ouais. Je suis capable de faire... Tu vas être capable de toffer. Là, ça va bien aller. Ça nous donne, c'est cool de sortir de la toxicomanie, c'est la force que ça te donne. Oui, vraiment. Ben, je crois beaucoup à ça aussi. Puis, parce que c'est peut-être un peu paradoxal, mais je me sens plus fort maintenant parce que je connais mes faiblesses. Je sais où je suis fragile. Je sais ce qui me rend vulnérable. Puis, je trouve le moyen. Des conversations comme ça, pour vrai, c'est extraordinaire. Puis, parce que je me souviens d'où je viens. Puis où je veux pas retourner, tu sais. Puis, fait qu'à partir du moment où t'arrêtes de te compter des menteries, où, tu sais, comme, t'es capable de parler de tes galères, le fun, mais toujours en gardant en tête que, tu sais, regarde où ça t'a mené, là. Moi, j'ai voulu mourir, tu sais, j'ai eu des... Tu sais, j'ai failli tout perdre. Puis aujourd'hui, je vois bien. Fait que c'est le mix d'être capable de regarder en arrière, de faire comme... Au lieu d'en avoir honte, de pas oublier, tu sais, d'où je viens, puis d'apprécier ce que t'as aujourd'hui à cause de cette sobriété-là. C'est intéressant parce qu'on en parle très peu. On parle souvent quand on parle de toxicomanie, la mort, c'est on imagine dans un film quelqu'un qui prend trop d'héroïne puis là meurt. Dans la majorité des cas, la mort reliée à la toxicomanie, c'est soit un accident d'automobile ou soit s'enlever la vie. Ouais. C'est très... J'ai appelé... quand j'ai commencé à vraiment mal aller là, mentalement, j'ai appelé un des psychiatres référés par l'équipe qui m'avait... En fait, c'était un psychiatre, je me souviens plus. Mais psychiatre parce qu'il pouvait... psychiatre. Oui. Puis ceci dit, j'avais parlé avec lui en revenant de ma commotion parce que
j'étais craintif de frapper. Puis fait que j'avais travaillé avec lui, puis je l'appelle quand j'allais pas bien, puis j'y ai admis, je dis quand je conduis le soir après avoir consommé, puis je rentre à la maison, j'ai envie de pogner un accident de char. T'sais, j'ai des visions de me crisser dans le fossé. Avant ça, mettons, il est 3 h du matin, t'es arraché dans ton auto, tu t'en vas à la maison, puis tu croises un char de police, puis secrètement, à l'intérieur de moi, je me disais, arrêtez-moi. Tu sais, arrête, tu sais, je veux, puis je veux pas. Fait que, puis sa première question, évidemment, c'est c'est super subtil, mais est-ce que tu t'imagines de rentrer dans une autre voiture à sens inverse, par exemple? Tu veux savoir, je suis un danger pour tout le monde. Pas en tout, je veux pas blesser personne. Mais fait que ça a été un peu le début de hey, je vais pas super bien. Fait que t'as raison, cette espèce de détresse psychologique-là, surtout qui vient pendant que t'es dans un down. Tu sais, plus que le lendemain ou le surlendemain. Quand t'es dans un down, tu vas pas bien. Tu veux juste que ça arrête maintenant sans penser tant que ça à la suite. T'sais. C'est élevé. C'est pour ça que c'est horrible. C'est parce qu'on a mieux des arts, puis il y a beaucoup de ça, des gens qui ont des problèmes de toxicomanie. Puis c'est souvent le truc que je répète. Faut pas encourager ça. Puis il faut souvent intervenir. Ouais. Parce que la mort est... un truc que je dis souvent, c'est on va aller au final, cette personne-là. Ça va être puis on va avoir la même face. À l'envers. Puis je dirais aussi, dans le milieu des arts, tu sais, je dis on. Ah oui, je me considère un peu artiste pour vrai, mais... Tu l'es? On est émotif. Fait que les highs sont high. Tu sais, quand on sent... Tu sais, c'est comme... C'est très, très... c'est théâtral, des fois, les émotions qu'on vit. Mais littéralement, c'est du théâtre. Ouais, exact. Fait que amplifie ça avec de la drogue. C'est un cocktail Molotov, là. Moi, j'ai jamais bu avant de monter sur un stage. Non. Parce que j'ai vu des collègues qui peuvent pas arrêter. Ah non, c'est ça. Ben oui, mais j'ai pas ça, je suis pas relax. Mais t'es faite. Ouais. Ah, tu peux y prendre goût. Ouais. Ben oui. Mais après ça, c'est que d'une fois à l'autre, tu sais, puis c'est que ce que tu prends au début, les quelques premières semaines, il faut que tu en prennes plus. Ouais. Puis là, après ça, c'est l'espèce de... La ligne est mince entre je suis allé trop loin, là, je suis déplacé. Oh, là, ça paraît. Là, tu sais. Puis dans le milieu dans le showbiz ou même dans le sport... C'est relié, hein? C'est du show business au sport. Hein? Puis tu peux plus te permettre d'être tout croche. Parce que t'as un autre kid en arrière qui veut cette place-là, puis elle est sérieuse, elle est disciplinée, elle est motivée. Elle est nouvelle. Le public veut tout le temps quelque chose de nouveau. Fait que si toi, tu t'en viens paquet de troubles... Avant, je pense qu'il pouvait y avoir du monde qui était paquet de troubles, des espèces de divas, des gens... Puis t'as-tu remarqué qu'il y en a de moins en moins? Les seuls divas que je connais, ils ont 50, 60 ans, c'est la vieille génération. Ben exact. Parce que c'est là, puis c'est acquis, puis ils performent. Ils sont indélogeables. Ouais. Mais la nouvelle génération, on pourra plus se permettre ça. Faut que tu aies un bon nom, faut que tu aies une bonne réputation, faut que tu sois capable de travailler bien avec les gens. Puis tout se partage sur Twitter, tout se partage sur Internet. Là, c'est un autre débat, là, si c'est bien ou mal, mais c'est quelque chose d'observable. Ouais. Si t'es horrible, quelqu'un va l'exposer. Ah ouais, ou peut-être même que ça ne sera pas exposé, mais le mot se passe. Puis, ce qui est, à mon avis, une manière d'exposer quelque chose. Puis on t'engage plus, tu sais. Des gens qui se parlent entre eux, c'est une exposition. J'ai travaillé avec une telle ou un tel, c'était dégueulasse, je peux rien savoir. Mais cette personne-là va être barrée à quelques endroits jusqu'à ce que le message se passe assez loin qu'il va être barré. C'est pas nouveau, la cancel culture. Non. Il y a des gens, c'est pas nouveau, cette personne-là. Mais des fois, c'est mérité. Ben en termes de c'était une attitude de merde avec les techs, avec la personne au craft. Les acteurs, ils le disent souvent, il y a tellement d'acteurs au Québec. T'arrives en retard, connais pas tes lignes, téléphone ne sonnera plus. Puis au Québec, je suis pas comédien, mais ce que j'avais entendu aussi, c'est que les prods n'ont pas des budgets où tu peux faire 4 italiennes avant de tourner. Tu sais, comme souvent, c'est comme fais-moi une italienne, puis vraiment, il y a film, puis c'est bon, ils apprennent. Ouais. Fait que si tu connais pas tes textes, tu ralentis le groupe, tu coûtes cher à la production. Puis là, ils peuvent pas se permettre ça. C'est pas juste mais c'est une question de valeur. C'est pas une question de valeur. On ne peut pas te permettre ton manque d'éthique au travail. C'est aussi niaiseux que ça. Mais ultimement, dans bien des domaines, on dira ce qu'on voudra, ça revient à ça. Tu sais, des joueurs qui ont consommé, il y en a eu pas mal. Tu sais, Brett Favre, quand il était avec les Packers, avait de la misère avec les antidouleurs, avec plein d'autres affaires. Il est parti lui aussi en thérapie, mais c'est fucking Brett Favre. Ouais. Tu sais, fait que t'acceptes. Parce qu'il amène de l'argent à l'équipe, tout ça. Fait que, ça puis il tu repêches un autre gars. Oui, un dénommé Aaron Rodgers. T'sais. Voilà, il y a ça aussi, il trouve ton remplaçant. Puis exact. Non, c'est une drôle de dynamique. J'ai une question, ça me fascine. J'ai oublié son prénom malheureusement, puis son nom de famille. Foxworth, je pense qu'il s'appelle, qui avait déjà dit le plus difficile, passer du football américain à la vie de tous les jours, à une vraie entreprise, c'est que dans le football américain,
tu te fais dire, il y a tout le temps, dans le football américain, c'est tout le temps la faute à quelqu'un. C'est accepté. À chaque jeu, tu peux dire c'est ta faute, puis tu fais oui, c'est de ma faute, puis ça se reproduira pas. Mais dans la vie de tous les jours, c'est la faute de personne. Ouais. T'as du gros ownership. Voilà. Il y a quelqu'un, il regarde, là. Après chaque match dans le football américain, ils mettent sur un écran géant le match, puis ils disent t'as pas fait ta couverture. Ouais. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Et c'est accepté par tout le monde. Ouais. Et des fois, toi, Boulay, tu peux dire Prou, t'as pas fait ta couverture. Ouais. Puis c'est accepté. Mais dans la vie de tous les jours, Non. tu peux pas faire ça. C'est comment passer du monde où tout est on your face et tout doit être. Dans le sport aussi, ce qu'il y a d'extraordinaire, selon moi, c'est extraordinaire, c'est que, tu sais, je parlais de Chris Jones un petit peu plus tôt. Chris Jones, il était capable de te dire, il disait les vraies affaires. Boulay, je sais pas si tu starts cette semaine, parce que, à cause de telle affaire, ce match-up-là m'intéresse pas. Chris, c'est raide d'entendre. Puis des fois, ça manque de tact, mais il dit ce que tu as besoin d'entendre. Mais c'est honnête. C'est honnête. Puis ça, j'ai énormément de respect pour ça, pour les gens qui sont capables de te dire ce qu'ils pensent pour vrai, même si c'est difficile. Dans la vie de tous les jours, tu as raison, on est dans une culture où, écoute, si j'admets que j'ai fait une erreur, je suis dans la marche, c'est ça. Puis c'est quelque chose qui, par endroit, change. Tu sais, moi, j'ai une petite entreprise, on est 4. Puis c'est vraiment important, puis c'est quelque chose que je stresse, cette emphase-là, quel anglicisme, mais c'est un point d'emphase pour moi de dire, moi, je vais en faire des erreurs, puis si t'en fais, bullshit-moi pas. Dis-moi la vérité, ta job n'est pas en jeu. Tout à fait. Vous êtes intelligent, t'es intelligente, c'est ça. Si t'es capable de me dire, j'ai gaffé, hey, génial. Mais on est dans une société qui punit les comportements négatifs, qui punit les erreurs, en fait. Tu sais, à partir de l'école, puis je suis un grand fan de du côté académique. Ma mère est une ancienne prof. On peut toujours améliorer les choses. En tant que parent aussi, tu sais, c'est cette erreur-là que je la fais, moi aussi, là, de faire comme, hey, fais pas ça, sinon, fais ça. Fait que là, tu te mets à cacher des petites affaires. Fait que c'est le genre de truc qu'il faut améliorer, parce qu'à partir du moment où tu as du ownership, où tu prends responsabilité pour les erreurs, ça prend beaucoup de confiance en soi aussi, par exemple, soit dit en passant, pour être capable de faire ça. Faut pas avoir peur du jugement des autres. Mais tu as raison, tu sais, puis au foot, tu ne peux pas te cacher. Tu peux pas bullshiter. On l'a vu. Il y a 4 angles de caméra. On les regarde toutes. T'as mordu à sa feinte. Ah ouais? T'as beau dire non, mais t'as l'air fou. T'es à gauche, il est à droite. Voilà. C'est comme, t'as été déculotté, man. Ça veut pas dire que ça va arriver à toutes les fois, mais ce coup-là, il t'a battu. Moi, c'est ce que je trouvais extrêmement difficile en télévision. C'est que, mettons, tu pitches un projet, puis on t'es intéressé. Allez-vous le prendre? T'es intéressé. Là. Hey, ouais, dis-moi la vérité. Hey, c'était pas. Maintenant, là, ça veut rien dire, intéressé. Comme moi, si tu vas avoir une date avec quelqu'un, soit on se rappelle, soit on se rappelle. Maintenant, là, je trouve ça des fois, c'est ce que j'envie. Il y a d'autres choses que j'envie pas au sport, comme les commotions, que tout est quantifié. Mais. C'est comment faire le transfert du milieu sportif et au milieu des arts? Première question, c'est comment. Ce qui est cool au sport, si je me trompe, tout est objectif. Ça finit 24-21. On va dire, on est la même. Tout est. Et oui, c'est quantifié. Et aussi, tu as du feedback sur tout. Tu sais, on parle de regarder les vidéos. Les bandes vidéo, oui, on dit c'est de la faute à qui, mais chaque jeu est décortiqué de 2 angles différents. Puis c'est pas les angles de télé, là, c'est des angles football. Puis après la game. Ce qu'on appelle All 22, il y a les 22 gars sur le terrain. Oui. Puis tu sais, il y a un angle wide, puis il y a une shot plus serrée de l'end zone. À chaque jeu, tu as du feedback. Étienne, good job. Fait que tu es habitué à ce feedback-là. Puis là, tu rentres sur le marché du travail, peu importe la job. Là, j'avais tendance à faire, c'était-tu correct? Je ralentis le groupe, là. Prends confiance en toi. Non, je suis confiant. Je veux du feedback, mais on n'a pas le temps de te donner du feedback à chaque intervention, à chaque affaire que tu fais. Fait qu'il faut que tu finisses par t'auto-coacher. La transition que j'ai trouvée difficile aussi, le volet organisation. Parce que j'avais l'impression que j'étais bien organisé, mais on m'organisait bien. J'arrivais à telle heure au stade, puis après ça, la pratique roulait, puis moi, je suis juste un bon soldat. Alors que là, dans la vie de tous les jours, il faut que je m'auto-discipline. Ça a été un deadline. C'est tout ce qui... Exact, ça a été un apprentissage à ça aussi. Mais j'ai été quand même chanceux, tu sais, qu'en transition de carrière, mes 2 dernières saisons de football, je co-animais déjà les testeurs avec Patrice Bélanger. Fait que ça a comme facilité. Comment c'est arrivé? Écoute, c'est... l'histoire, je vais t'en résumer. Ou résume-moi pas dans un podcast. Mais ouais, t'as raison. Je reçois un appel pour participer. T'as quel âge? Je dois avoir 25-26 ans. Génial.
je reçois un appel. Étienne, on veut tourner le Steph Show, un sketch avec toi, puis Stéphane Bellavance, le Steph Show qui était à Vrac, évidemment. Fait que ça va être un sketch, Steph Bellavance s'en vient, puis voici le script. Fait que moi, je suis comme, tant qu'à le faire, participer, je vais participer correctement. Puis j'avais un coloc, puis là, il me fait la réplique. Puis tu sais, je sais de pratiquer, puis je suis pas comédien, mais je me dis, tant qu'à faire de quoi, je vais le faire. Puis j'ai du fun, l'autodérision. Puis il y a une productrice à Zone 3 qui est maintenant rendue, en tout cas, dernière nouvelle, elle était chez Datit, Marilyn Tremblay, qui voit le show, puis elle fait comme, il est cool. Du 109 aussi, tu sais, t'en as parlé un petit peu plus tôt. Autodérision, le gars, OK, un peu populaire, déjà les gens le connaissent. Puis elle pond un concept parce qu'elle avait entendu parler que Vrac cherchait un show pour un show jeunesse. Fait que elle me rend compte, elle dit, écoute, ça serait un show, ça serait toi dans un monde idéal avec Patrice Bélanger. Tu sais, je te mettrais avec un vrai animateur. Vous feriez une panoplie de tests. C'est l'équivalent de Mythbusters aux États-Unis, mais pour version moins scientifique pour les jeunes ici. Ça te tente-tu? C'est un long shot, là. Si c'est le cas, j'ai besoin que tu me signes une lettre d'intention. Parfait! Mais qu'est-ce que ça a pogné? Yeah! Fait que là, le show, on a négocié un cachet. Le show, on a commencé à tourner. Puis j'ai appris avec Patrice Bélanger puis avec Marc-André Chabot, qui était le réalisateur, qui sont deux vraiment pros. Fait que même espèce de skills au foot, j'observe comment les gars travaillent. Puis là, après ça, je fais de mon mieux. Fait que moi, je terminais la pratique. Puis Pat, lui, terminait la radio le matin. Puis on allait se rejoindre en fin d'après-midi. Puis on tournait jusqu'à 8-9 heures le soir, les testeurs. C'est de même que ça a fonctionné. Puis qu'est-ce que t'aimes de ce milieu-là? Je l'ai découvert à force de faire des entrevues puis des promos avec les Alouettes, des conférences dans les écoles, dans les entreprises. Tu sais, l'espèce de... Le volet communication m'a plu. J'ai eu des beaux modèles avant moi aussi, tu sais, des Bruno Eppel, des Pierre Vercheval qui s'expriment bien. Puis, Pierre Vercheval, qui est, à mon avis, le meilleur analyste de sport en ce moment-là. Oui, je suis d'accord. Au Québec, c'est fou. Québec, puis tu sais, il donne... Tu le comparais avec des gars aux Américains. Tu peux Pierre Vercheval, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il est capable de parler à deux niveaux. Dans la même phrase, il va expliquer un jeu que ma mère va comprendre, puis que moi, je vais comprendre aussi. Fait qu'il y a comme... Ça, puis ça paraît qu'il étudie, parce qu'un truc qui est plate des fois avec certains Américains, ils te parlent du football comme en 97. Mais le football en 97 en 2021, c'est pas le même sport. Non, ils connaissent Pierre Vercheval, il évolue. Ouais, fait que... non, mais on a des bons... on a des bons analystes sportifs. L'équipe d'RDS, l'équipe de TVA aussi, avec Charles-Antoine Sinette, le football universitaire. Puis d'autres sports, on a Patrick Côté au UFC. Fait que, tennis, on était carré. Mais fait qu'au Québec, écoutez le sport en français. Pour de vrai, là, ça vaut la peine. Puis on a vraiment des bons analystes. Mais bref, fait que j'ai eu la piqûre pour les coms. J'ai eu du gros fun à faire de la télé aussi parce que je suis rentré dans une prod qui était génial. Puis tu le sais pas à ce moment-là, mais c'est pas toutes les prods qui sont aussi tripantes que ça. Tu t'arrives des fois dans... Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai vu des prods tout croche. Ah oui, hein? T'as commencé à Salvaille. Oh shit. Fait que ton histoire de Bellini, ton histoire de gars qui court tout nu, je comprends ça. Ah oui, tu l'as vécu, toi, ces affaires-là? Ben, moi, j'ai fait de la radio avec Salvaille, mais j'ai pas été témoin de... Tu faisais jamais ça devant du monde qui peut y faire mal. Ah ouais, c'est ça. Colin. Puis toi, quand tu commençais, t'as été témoin de ça? Oui, c'est particulier. Tu fais, bienvenue dans le show business. C'est le fun. Bisoune, ben oui. Colin. Hey, ça, c'est un autre game aussi. D'arriver à un point où tu trouves que c'est correct de faire ça ou que ça fait rire ou que tu penses que ça fait rire, c'est une chose. Est-ce que c'est aussi parce que il y a personne assez proche de lui qui fait comme c'est inapproprié, tu sais? Ben, moi, je suis d'avis que dans le monde on parle là-dessus, là, un truc pour arrêter souvent, quand il y a des problèmes d'abus dans le milieu de la télévision, c'est souvent le milieu de la télévision. Moi, je connais pas ça. C'est souvent des gens qui sont animateurs, producteurs. Ils ont plusieurs chapeaux. Fait qu'ils n'ont pas de boss. Ils sont leur propre patron. Boss. Ça te prend dans la vie en général, là, au-delà des abus puis de tout ce volet-là qui est atroce. Mais dans la vie en général, ça te prend des gens qui t'entourent, qui te connaissent assez pour te dire quand tu l'échappes. Tu sais, hey, là, tu sais, Maïka est bonne pour moi dans ce sens-là. Dans la vie, là, on est contre les dictatures. On a vraiment peur des dictatures en politique. Mais c'est vrai aussi pour les entreprises. C'est vrai pour n'importe quelle organisation. Quelqu'un qui a tous les pouvoirs, c'est rarement bon. Non. C'est rare les gens qui ont tous les pouvoirs. Puis vois-tu les équipes
gagnantes parmi les... Je vais faire un parallèle avec le sport. Les équipes, le dénominateur commun des équipes gagnantes, c'était justement pas une dictature. C'était un coach qui trouvait le moyen d'empowerer, tu sais, comment on dit empower en français? Donner du pouvoir. De donner du pouvoir aux individus dans l'équipe, tu sais, où tu as vraiment l'impression que c'est ton équipe. Tu sais, fait que tu prends ça encore plus à cœur. Fait que tout le monde s'approprie. Oui, exact, c'est ça. Mais... Parce que personne veut juste suivre des ordres. Personne longtemps veut faire ça. Ça peut fonctionner quelques semaines, puis après, le monde décroche. C'est pas là que tu te sens le plus utile. Non plus, j'ai lu un livre qui s'appelle L'entreprise libérée, puis ensuite de ça, ça m'a amené à vraiment me renseigner là-dessus. Mais c'est que de plus en plus, des entreprises, au lieu d'y aller avec la hiérarchie verticale, on y va d'une façon un petit peu plus horizontale. C'est-à-dire, n'importe qui, je te donne un exemple vraiment banal, là, puis c'est peut-être un peu niaiseux, mais n'importe qui peut arriver et faire comme « Hey, on a-tu pensé à faire les choses de cette façon-là? » Ou « On a-tu pensé à intégrer tel produit? » Puis auparavant, ça aurait été « excuse-moi, on a un département de R&D. » Moi, je me trompe. Un livre que j'ai lu qui est extraordinaire, c'est un livre sur ESPN qui explique tout ESPN, des débuts avant ESPN jusqu'à les années 2010. Et un gars, je me souviens plus son prénom, mais c'est Shapiro, puis lui a été à la tête d'ESPN longtemps, puis c'est à l'époque, entre les années 2005 et 2015, le pic d'ESPN. Et lui, il y avait une politique de tout. N'importe qui peut avoir une bonne idée. Ouais. Alors, si tu as une bonne idée, tu prends rendez-vous, ça peut peut-être prendre 3 mois, 6 mois, mais tu vas t'asseoir devant moi, puis tu vas. Puis une des idées, c'était un gars qui s'occupait du ménage. Il s'est assis devant lui, il dit j'ai une idée. Puis il faisait quoi? Il dit moi, j'adore le poker. Je suis sûr que ça ferait un esti show de télé. Il fait non, ouais. Puis puis ça a donné une révolution dans les années 2000. Mais il y a des entreprises comme celle-là où la porte est ouverte du boss. Il y en a d'autres où c'est... Si tu as une bonne idée, il y a un board, tu t'en vas piner ton... Écoute, salut, ici Étienne, j'ai une idée concernant telle affaire, je colle un rendez-vous jeudi après-midi à 3h. Ceux qui se présentent, t'écoutent, puis à la gang, vous faites comme... Qui embarque? OK, on lead le projet. Là, après ça, il ne faut pas que ça nuise au projet que tu as déjà en cours. Fait que de donner du pouvoir à ton équipe, les gens vont se sentir beaucoup plus motivés s'ils se sentent utilisés pour leur intelligence, puis qui ont un mot à dire dans la vision de l'entreprise. Si c'est juste punch in, punch out, ta gueule, fais ce qu'on t'a dit de faire. Ils vont punch out. Ils vont punch out. C'est à 5 heures, c'est fini. 5 heures, ils sont partis, tu sais. Fait qu'il y a toute cette mentalité-là qui est intéressante aussi. Tu as parti un produit exceptionnel qui s'appelle Atypique, qui sont des boissons au goût d'alcool. Qui n'en ont pas. Je t'écoute, comment c'est parti? En fait, c'est même pas mon idée, pour être honnête. C'est l'idée de Jonathan Robin, qui est mon partenaire, qui lui est propriétaire d'une distillerie, Station Agrobiotech à Saint-Hyacinthe. Puis il y a une panoplie de produits. Puis on avait un ami en commun, Éric Lapointe, le joueur de foot, qui est rendu homme d'affaires. Puis Joe m'appelle et dit regarde, on commence à parler de ces brands. Il y avait un brand de kombucha, tu sais, puis pourrais-tu me donner un coup de main, peut-être avec la promo de ça? Puis ça me parle pas. Kombucha, j'en bois pas. Puis je trouve qu'il y a 54 sortes de kombucha déjà disponibles. Moi, j'ai arrêté de boire. Je suis peut-être capable de faire des breuvages 0.5. Fait que là, tout ça, je te résume ce qui s'est passé sur plusieurs semaines. On s'est rencontrés, on s'est jasé. Puis là, à un moment donné, je suis comme, 0.5, ça va m'arriver, là. J'ai bu déjà une 0.5, mais je dis en faire la promotion, je trouve ça délicat. Ben oui, si tu parles à quel point des problèmes de consommation, tu fais, hey, buvez, gang! La 0.5, il n'y en a presque pas. Mais il y en a, tu sais. Fait que c'est presque, tu sais. Fait que lui, avec son labo, avec les chimistes, il a été capable de sortir un gin tonic, tu sais, comme... Au départ, on ne sortait qu'un gin tonic. Puis après ça, ben, c'est vraiment nous deux ensemble. Là, j'ai engagé une équipe aussi pour tout le volet branding, essayer de trouver le bon nom. Atypique, c'est celui qui me parlait le plus parce que je trouvais qu'il y a un volet rassembleur où les gens s'identifient. À être atypique, je trouve que je suis quelqu'un d'atypique, une feuille de route particulière. C'est une vibe, c'est une identité. Puis après ça, on l'a présenté à Sobeys, parce qu'on se disait Sobeys, le réseau IGA, qui est selon moi un des tops, sinon le top. Puis on leur a présenté le gin tonic, on leur a fait goûter. Ils ont aimé ça, puis ils nous ont dit en meeting, ça c'est drôle, ils ont dit comme « Parfait, quand est-ce que vous nous présentez le reste de la gamme? » Il n'y en a pas de reste de gamme. Étienne, le comédien, d'ici quelques semaines, assurément, on vous envoie ça aussitôt qu'on l'a. Là, on raccroche, on s'appelle Joe, moi, puis l'équipe, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Puis avec sa femme, Linda, qui est impliquée dans l'entreprise aussi, on a commencé à élaborer d'autres recettes. Puis on est arrivé avec le spritz, le mojito, le rhum cola épicé. Maintenant, s'ajoute à ça l'amaretto sour, la sangria. On a aussi des spiritueux. On a le gin, on a l'apérole, puis
je sais pas quand est-ce que je joue ton show, mais bref, je le dis, on a un whisky. Wow! Ouais. Puis moi, le whisky, c'était un peu une petite satisfaction personnelle parce que j'aime bien fumer le cigare. Puis ça fait 5 ans que je fume le cigare avec un verre d'eau. Tu sais. C'est ordinaire. Fait que là, j'ai mon petit whisky. Évidemment, t'as pas le punch. Ça goûte pareil, mais t'as pas la sensation de brûlant. Je comprends ça. Comment vous faites? Je comprends pas. Parce que au début, moi, j'y croyais pas. Je fais, ils disent ça goûte comme ouais. Ouais. J'ai fait asti, ouais. Ça goûte comme... Tu sais, je pourrais même pas te dire. Moi, j'ai pas l'expertise. Tu sais, c'est un partnership entre ma gang puis la sienne. Évidemment, tout le volet production, le volet création en laboratoire du produit, je pourrais pas te dire comment ça se fait. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce n'est pas un produit désalcoolisé. Fait qu'on a trouvé une façon de faire qui garantit qu'il n'y a pas d'alcool. Puis on en est vraiment... C'est une façon atypique. Fait que ça fit avec qui on est. Mais ultimement, le petit secret, c'est que c'est une boisson gazeuse à saveur de... Génial. Fait que c'est des arômes. C'est un gros processus aussi pour... Puis est-ce que tu t'étais surpris parce que je connais pas tes chiffres, mais ce que j'observe, c'est que c'est un succès monstre. On y croyait. On l'espérait. Et c'est plus que ce qu'on avait anticipé. Parce que je me disais, des gens comme moi qui sont abstinents, il y en a plein. Après ça, il y a des femmes... Moi, ce qui m'a surpris, c'est les jeunes. Oui. Du monde de 22. Moi, à 22, jamais à 22. Mais la game, elle a changé. Tu sais, bon, spontanément, les gars qui ont des problèmes, les gars ou filles, les gens qui ont des problèmes de consommation, les femmes enceintes, les gens qui sont sur médication, ça, OK, ça va de soi. Qui est-ce ça? Il y a vraiment de l'alcool, ils veulent rien savoir. Mais les jeunes, veulent le côté le fun sans le côté magané le lendemain. Ils veulent pouvoir rester productifs le lendemain. Fait que ça, il y a de plus en plus de gens qui veulent diminuer leur consommation d'alcool. Ils veulent pas arrêter au complet. Je comprends. La fin de semaine, ils vont le prendre, leur rum and coke, ils vont le prendre, leur gin tonic. Mais dans la semaine, ils veulent une autre alternative. Puis celle-là, elle goûte pareil. Fait qu'on est vraiment... on est arrivé au bon moment aussi, puis ça, je le répète souvent, cette histoire-là, mais on a lancé ça, c'était le 28 octobre 2020. 28 octobre 2020, flashback, 2e confinement qui débute. Et plein de gens font comme « Eh shit, faut que je reparte plus intelligemment que le premier confinement où j'ai pris 15 livres puis j'ai bu toutes les histoires. Ouais. » Fait que « Hey, atypique est là. » Fait qu'on a vraiment commencé avec un espèce de boom puis ça a jamais ralenti. Fait qu'on a le vent dans les voiles, on est ultra motivés, on est... les deux, et Joe et sa gang, et moi, très compétitif, très conscient que l'agroalimentaire, c'est une game qui est tough, mais on a des grandes ambitions pour la suite. Là. Let's go! Ouais. T'as un podcast. Comment c'est parti, ça? Ça, c'est drôle. C'est parti de... Puis t'es venu dessus, merci d'ailleurs. T'es un excellent podcasteur. T'es bien fin. Un excellent intervieweur. Caroline, merci, ça me touche beaucoup. Je suis encore en train d'essayer de trouver le ton, je t'avoue de ça. C'est la preuve que t'es bon, parce que ceux qui sont pas bons, ils font « Ah, moi, je suis bon. » Ah oui, je l'ai trouvé la touche. Non, je l'ai pas. Puis d'une fois à l'autre, des fois, ça varie, tu sais, parce que mes journées sont tellement folles. Mais tes invités varient aussi, c'est cool. Ouais. Puis ce que j'aime, c'est tout le côté human. Mais pour répondre à ta question, d'où ça part, je suis très actif sur les réseaux sociaux. Puis à un moment donné, veux pas... Tu sais, je suis assez carte sur table puis transparent. J'ai mon petit jardin secret à certains niveaux, mais j'ai pas mal fait le tour de ce que je suis capable de montrer sur les réseaux sociaux, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je fais, c'est quoi la suite des choses pour ça? Tu sais aussi, corrige-moi si je me trompe, tu veux pas être fatigant. Non. Parce que tu sais qu'il y a un moment où j'ai vu moi-même, tu présentes, puis il y a un moment qui font, là, c'est assez. Là. Ah ouais. Puis tu sais, des fois, je suis comme, bon, je comprends que c'est ma page, mais c'est toujours une photo de moi. Toujours une vidéo de moi. C'est toujours du contenu de moi. À un moment donné, j'ai fait le tour de ce que je peux offrir aux gens, tu sais. Fait que moi, je me nourris des histoires des autres. Tu sais, c'est ça qui me motive. Fait que pourquoi j'offrirais pas... Tu sais, je mettrais pas sur pied une tribune qui, de un, permet de mettre en valeur d'autres personnes parce que j'ai le luxe d'avoir, tu sais, un following, une communauté qui est forte. Puis moi, de mon côté, mais je peux offrir aux gens qui me suivent de cette communauté-là une autre histoire que celle qu'ils ont déjà entendue 50 fois. Fait que c'est vraiment parti de ça. La pandémie a accéléré les choses, évidemment, mais j'étais très conscient aussi que, tu sais, en voyant tout le monde se partir des podcasts, que le web, c'est pas une game de... C'est une game de constance. Tu sais, puis t'en es la preuve, là, tu sais, de publier, tu sais, d'avoir un rythme, un air d'aller, de créer une habitude chez les gens. Fait que c'était évident que parmi tous ceux et celles qui allaient en partir, qu'à un moment donné, il allait avoir un abandon, qu'à un moment donné, il allait avoir des failles. Puis là, c'est là que tu te distingues un petit peu. T'sais. Mais aussi,
Mais comment t'as parti ça? Parce que comment c'est passé de t'es que ta blonde, tu veux, je vais me partir un podcast, avoir un studio dans ton sol. Ouais. Parce que c'est pas toi avec ton iPhone, là, puis ton voisin, puis tu fais hey! En fait, c'est parti aussi du désir de vouloir faire les choses autrement, parmi l'offre de podcasts qu'il y a déjà. Fait que, tu sais, mettre un iPhone au bout de la table puis te filmer toi-même dans ta cuisine, il y en a qui le font, puis c'est super bon. Oui. Puis ce que j'aime de ça, c'est que justement, c'est un médium qui permet de mettre en valeur le contenu et non le contenant. T'as 21 ans, puis tu veux te faire remarquer. C'est parfait. Pas cher. Mais je me suis dit, y a-tu moyen de jongler un peu entre les deux? Tu sais, d'avoir. Là, je me suis inspiré, en tout cas, tout ça a évolué et ça continue d'évoluer, mais il y a un show qui s'appelle Breakfast Television. C'est des rappers, c'est Charlemagne the God à New York. Ah, c'est The Breakfast Club. The Breakfast Club. Ah oui, Breakfast Television, c'était Alex Canada Despatie, anglais, c'est pas la même affaire. Mais moi aussi, au début, c'était mon modèle. Ben oui, puis plein de monde autour de la table, un peu pêle-mêle, puis des caméramans chevronnés, là, tu sais, qui filment, puis ça bouge. Fait que t'as l'impression d'être là. Puis ils te parlent de n'importe quoi. N'importe quoi. Hier, t'as fait quoi de bizarre sur Twitter? Puis on en parle. Ils te call out. Mais c'était pas tant pour leur contenu que le mouvement. J'entends. Fait que, OK, ça, j'aimais ça. Après ça, dans la façon de se présenter, je trouvais que mon lounge au sous-sol, il y avait comme un côté old English. Tu sais, je peux fumer des cigares là. Il y a deux gars... Matt Barnes, un ancien joueur de basket. J'ai joué avec son frère d'ailleurs au foot, Jason. Matt Barnes puis Steven Jackson qui ont parti Up and Smoke. Les gars se roulent un spliff, ils fument, puis après ça. Ça paraît pas eux autres. Au nombre de weed qu'ils fument, là, non. joint, ça change pas. C'est pas rapport avec le weed, mais tu sais, je voyais, cigare, c'est ça, le look old English. Fait que c'est vraiment parti de là. Puis après ça, c'était d'avoir des discussions, puis ensuite de ça, je crois beaucoup au essai-erreur. D'inviter du monde, de voir ce qui pogne pas. Je me dirige-tu vers le sport? J'aime beaucoup le podcast de Joe Rogan aussi. Je trouve que c'est un intervieweur formidable. C'est un individu particulier, mais un gars brillant. Tu sais jamais qui va recevoir. Non, puis c'est ça, c'est un peu space des fois, mais il est rendu à un point où je connais pas pantoute la personne qui est devant lui, mais déjà là, ça vient de lui donner une crédibilité parce qu'elle est invitée sur Joe Rogan. Fait que c'est vraiment parti de là. Puis de fil en aiguille, mais là, je commence à découvrir que moi, ce qui me fait triper, c'est le côté humain. Tu sais, j'ai eu la chance de m'entretenir. Ben, tu sais, t'es venu, puis c'était le fun, puis on comprend un peu ton mindset, puis tu sais, t'as sorti quelque chose en humour, on peut tout dire, mais ça se peut que ce soit pas drôle. Il faut que tu sois drôle. Tu sais, si tu t'en vas dans le côté glissant, attends-toi, tu sais, à être... C'est vrai que j'ai dit ça parce qu'un de mes héros, c'est Seth Rogen. Puis dernièrement, il était au podcast de Kevin Hart, puis il parlait de Dave Chappelle. Puis en riant, Seth Rogen, il a fait moi, il me semble, je vois ça, puis je me dis, si tu dis des choses controversées, c'est normal qu'il y ait controverse. Il dit, moi, il y a des exemples, tout le monde parle de cancel culture. Moi, on m'a réellement cancellé. J'ai sorti un film qui s'appelle The Interview, où on met en scène l'assassinat d'un dictateur, c'est-à-dire Kim Jong-il. Puis il y a une controverse. On a fait un film controversé et il s'est suivi une controverse. Tu dois t'y attendre. Il dit, c'est la moindre. Il dit qu'il comprenait pas pourquoi, il comprenait pas tout ce débat-là en disant, si tu veux jouer dans les zones sensibles, les gens sensibles vont crier, c'est normal. Si t'es un gars qui fait de l'humour edgy, c'est sûr que tu vas avoir un backlash par moment. Mais tu sais, ça a été... Je trouvais ça le fun d'avoir que tu sois là puis que tu oses aller là, tu sais, puis il y a des conversations le fun. J'ai eu Edith Blais qui a été en captivité en Afrique. Robert, je peux parler du cancer de la saison. Ouais, tu sais, il y a Marilyn Jonca aussi, tu sais, qui a parlé de une espèce de passion pour le tourisme morbide, tu sais, comme... Fait que moi, c'est vraiment... Puis là, je te parle de choses qui sont plus sensationnalistes, mais vraiment le volet humain, le mindset, la vision, tout ça. Fait que je pense... T'es vraiment intéressé par la stratégie des gens. Ouais. Ben parce que ça m'intéresse. Puis en même temps, des fois, je peux piger. OK, Thomas, tu as été super généreux. Tu m'as donné des trucs pour mon podcast. Mais vois-tu, tout ce volet-là stratégique m'intéresse dans tout. Puis ça, c'est un bagage que je traîne du foot. Parce qu'un match par semaine au football, mais t'es mieux d'avoir un bon plan de match. Puis ce qui est le fun, c'est que rapidement, tu peux revirer de bord sur un dizaine. Si ton plan de match que tu as élaboré pendant une semaine ne fonctionne pas, tu dessines des jeux sur une petite feuille, un coin de table, puis tu repars ailleurs. Fait que j'essaie de me diriger vers ça avec le podcast. Très hot. Y a-tu quoi que ce soit que tu veux plugger? Écoute, je pense que tu as plugué tout. Atypique, mes sacs édition 22, le podcast. Non, t'es super fin. À radio tous les matins, à week-end. C'est comment faire de la radio le matin? C'est... Physiquement, je parle.
cette année, je trouve ça plus difficile que l'an dernier à cause qu'on a déconfiné. L'an dernier, c'était comme génial parce que j'étais un des rares qui pouvait sortir de la maison. Ça devait être cool d'être sur les rues seuls. Ben oui, tout seul, t'es comme. Puis là, cette année, l'école a recommencé avec les enfants. Là, il y a des soupers les vendredis soirs, je manque plus d'affaires. Fait que je trouve ça plus difficile, mais c'est tellement formateur. Puis d'être avec Mélanie Ménard aussi, qui est ultra vive d'esprit. Fait que c'est un beau défi. J'aime beaucoup, beaucoup ça. T'es pas fatigué après avoir... Parce que moi, après avoir fait un podcast, je suis fatigué. C'est comment faire 3h30 de radio live où tu peux tout perdre si tu dis de quoi de bizarre. Ouais. Mais tu sais, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas le 98.5 où on est vraiment dans l'opinion puis dans l'actualité. On n'est pas le ministre des Transports qui appelle. Non, exact. On est vraiment dans le feel good. On a un journaliste qui est Marc-Antoine Nunez qui est génial, puis on plonge dans l'actualité, on se mouille, mais ça demeure relativement léger. On veut que les gens partent la journée dans la bonne humeur. On veut se distinguer aussi de... On n'est pas une radio de sketch. On est vraiment tel quel. Mieux. Ouais, c'est ça. Sais-tu qu'est-ce qu'on n'a jamais entendu? Moi, mon œuvre préférée, c'est un sketch à la radio. Personne n'a jamais dit ça. Non. C'est un bon point. Personne n'a jamais dit. Comment tu as commencé à faire de l'humour? Un sketch. Avec des gens, lendemain de veille, qui se forcent à rire. C'est ça. C'est qui m'a tough. fait faire. Non, puis tu sais, j'ai rien contre ces radios-là. Nous autres, on essaie de faire un peu l'inverse, puis c'est d'être le plus naturel possible. Puis message aux radios, on aime tout ça, faire de la chronique puis du sketch à la radio. C'est notre passion. Faire 45 minutes de route pour aller faire un 3 minutes en ondes. Pourquoi tout le monde se part un podcast? Parce qu'on n'est plus capable, à l'énergie, parler du vendredi fou. Mais t'as raison sur le fait que c'est le fun de se partir un podcast parce qu'il n'y a plus personne pour te dire ta chronique, il faut qu'elle dure tant de temps. Puis où n'importe quoi peut arriver. Il y a un appel en ondes ou un animateur qui, ce matin-là, est plus volubile. Puis là, finalement, ce que tu as préparé pour un 3 minutes dure. T'es pas capable de finir parce que t'es pas capable de closer parce qu'il y a trop de temps qui a été mangé. T'es maître chez toi de ton contenu. Tu fais ce que tu veux avec le podcast. Puis en même temps, c'est une écoute qui est différente. Je pense que les gens qui écoutent ton podcast, qui écoutent les podcasts en général, ont une écoute probablement plus active. Il y a les deux. Il y a juste des gens qui veulent un bruit de fond. Ouais. On me dit souvent ça. Des fois, juste, je me sens un peu tout seul, puis j'aime savoir un bruit de fond. Ah ouais, OK. J'avais l'impression que c'était plus la radio qui faisait ça. Mais bref, il y a une... Je veux pas dire une longueur, mais tu sais, c'est une longueur, bien sûr. Une longueur dans les podcasts. Une longueur, c'est long. Puis ce que j'aime des podcasts aussi, c'est qu'on peut se permettre, alors que je suis pas un expert en toxicomanie, que je suis pas... Tu sais, on peut se permettre de plonger dans des sujets sans être un expert. Parce que tu peux nuancer aussi. Ce que des fois, tu n'as pas le temps de faire dans une cote de 3 minutes à radio ou de 6 minutes à la télé. Oui, puis aussi quelque chose à la télé où, je me rappelle, où j'ai fait une entrevue télé, même une fois, ça s'est mal passé. Puis l'animateur me disait, là, exemple, tu as parlé de fascisme dans ton podcast, mais t'es qui pour parler de fascisme? Puis j'ai fait, personne. Mais le gars devant moi, c'était un professeur d'université, alors. Puis il a plus parlé que moi, c'est lui qui est prof. Puis moi, je suis. Mais il était. Dans les médias traditionnels, il était là, il y a certains sujets qu'il faut faire attention. Puis moi, je disais, je me prépare pas expert de rien. C'est des sujets qu'on discute entre nous. C'est souvent le feeling de, tu sais, tu viens souper à la maison, puis on réinvente le monde. Puis c'est des sujets comme ça qui sont le fun, mais effectivement, il faut le prendre pour ce que c'est. Ce qui est dangereux, c'est quand on pointe, on fait, moi, j'ai la vérité, puis envoie-moi de l'argent, puis attention aux ovnis. Puis non, c'est plus dangereux, mais on fait pas ça. Ouais. Une certaine humilité. Yeah, wow, certaine. Pas grosse. Ouais. Tiens, c'est incroyable. Hey, merci, Thomas. Merci énormément de ton temps et merci beaucoup de ton talent. Ah, t'as le droit de tes bien fin. Yeah!